Allô? Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Alors, apparemment c'est ok. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Pour le premier live de la semaine, on est donc lundi. Il est 15h18, donc les marchés US et européens sont ouverts. On va pouvoir commencer à trader tranquillement. Donc, j'attends votre confirmation pour savoir si c'est ok au niveau du son et de l'image. Et ensuite, on va commencer. Alors, je vais aller voir par moi-même. Alors, je vous rappelle que vous participez à l'émission via le chat bleu en dessous du cas de diffusion sur la page d'accueil. J'ai toujours deux écrans, dont un qui diffuse les commentaires sur ce chat. Vous pouvez également prendre la parole en direct lors de l'émission. Pour ça, il suffit de m'appeler sur Skype. Vous m'ajoutez l'adresse FabienWeb, tout attaché, donc FABIENWEB. Je vous laisse ça sur le chat. Et puis voilà, on va faire du trading sur l'euro-dollar à très court terme, donc en 1 minute, comme on le fait habituellement. Donc on va continuer, comme la semaine dernière ça s'est bien passé. Alors on va faire un peu un point sur ce qui s'est passé justement la semaine dernière. Voilà, apparemment c'est ok au niveau du son et de l'image. Donc là actuellement on voit qu'on est à plus 7,31%. Donc c'est pas mal. Euh, voilà, donc tout est vérifié, ça c'est bon. Donc on avait commencé avec un capital de donc au départ de 1400 dollars. Ensuite, j'ai fait un dépôt, justement, on va le voir ça ce week-end. Mais sinon, ça progresse pas mal. En tout cas, on est en progression constante et c'est plutôt logique vu le money management appliqué. Donc, je vous rappelle qu'on applique une martingale que l'on applique jusqu'à un certain nombre de paires d'affilée pour avoir un risque maîtrisé du capital, donc qui est au maximum de 3,2% et qui peut descendre jusqu'à 1,6%. Alors, si vous voulez suivre ça, sur le chat, j'explique très clairement ce concept, cette stratégie et ce plan de gestion du capital. Je vous laisse le lien sur le chat. Alors, comme je vous disais, donc là je suis à la vente sur l'euro-dollar. Actuellement ça accélère plutôt à la baisse, donc c'est bon. Notre objectif est à 1.3452, donc on s'en approche. On est à 2 pips désormais de notre objectif. Alors, voilà sur l'historique, on voit donc un dépôt donc ce week-end de 300 euros qui font 406,59 $. Ensuite, il y a eu plusieurs trades qui ont été passés, comme on le voit ici. On a eu également un bonus de 15%, comme c'est le cas toujours chez Forex Place. Donc il fait 60 dollars sur 406 dollars déposés. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Ça nous ramène un bon petit capital désormais pour trader. Donc on a un gain net de 101 dollars depuis l'ouverture du compte, donc depuis la semaine dernière. Et on a une équité qui s'élève à 2128 dollars, ce qui nous permet de prendre des positions initiales de 0,02 lot au lieu de 0,01 précédemment. Donc je pense que je vous ai tout indiqué. On va pouvoir trader. Là on est à un point de notre objectif. Donc on laisse ça courir. Je vous propose d'écouter un point en bourse en attendant. J'aurais pas grand chose d'autre à préciser, si ce n'est de faire un petit point sur ce qui s'est passé pour le moment. Alors je vais appliquer notre template habituel. On voit qu'on est sous le point pivot du jour qui est à 1.33 à 1.3556. On est sous le premier support, on a touché le second support sur lequel on a rebondi. On est très proche de notre point de sortie, donc on garde une dynamique de fond qui est largement baissière. On a enfoncé les précédents plus bas, voilà, avec la zone de support qu'on pouvait repérer aux alentours des 1.35. Désormais on accélère vers la zone des 38.2 qu'on avait franchi précédemment, donc de retracement de la dynamique baissière qu'on avait observée en novembre. Alors ça y est, on a atteint notre objectif, donc je vais reprendre immédiatement une position à la vente de 0,02 lot. Alors voilà, donc prise de position à la vente. Voilà, je suis exécuté à 1.3451. Je vais mettre un stop loss à 1.3461 pour un objectif à 1.3441. Voilà. Donc mon trade est clairement encadré par les stops et les take profit à 10 pips, comme à notre habitude. Alors salut Doute qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas à participer à l'émission, à donner vos avis, vos commentaires, voire vos critiques par rapport au trade en cours,
Si vous avez des idées de prise de position, que ce soit sur l'euro-dollar ou sur d'autres paires, n'hésitez pas à me l'indiquer. Puis comme d'habitude, si vous avez la moindre remarque, des idées de stratégie, des backtests à faire sur des robots, des idées pour améliorer les performances du compte ou réduire le risque ou des choses comme ça, n'hésitez pas à l'indiquer. Donc, ok Dude, merci de me préciser que le son et l'image sont bons. Donc on va continuer. Alors, du coup on a pris cette nouvelle prise de position à la vente sur l'euro-dollar. Je vais lancer un point bourse pour voir un peu où on en est aujourd'hui. On fera ensuite un point sur les nouvelles qui ont été publiées et qui seront publiées au cours de la journée. Et donc on se retrouve juste après. Donc on commence par s'écouter le point bourse qui est réalisé par Decider TV. On regarde ça tout de suite. Les marchés Voilà. financiers avec Easy Markets, Save Day Trading. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier point bourse de la semaine. Aujourd'hui, on s'intéresse au CAC 40, au DAX 30, au Brent de la mer du Nord et à la parité euro-dollar. Et on commence avec le CAC 40. La semaine dernière, en clôture hebdomadaire, l'indice est enfin parvenu à s'affranchir de la résistance majeure à 4100 points. Le débordement n'est pas significatif, mais il s'agit là d'un signal technique positif. Nous conservons donc notre opinion haussière sur les marchés actions lors des prochaines semaines. Tout retour sur 4100 points constitue une opportunité d'achat. Et le schéma graphique hebdomadaire est assez proche sur le futur contrat DAX 30. La résistance à 7391 points est en cours de franchissement. Il reste à s'en éloigner de manière plus significative. Cette anticipation sera tout l'enjeu de cette semaine. Voilà pour les indices actions européens. On s'intéresse tout de suite au pétrole et à la parité euro-dollar. Le pétrole qui, avec les matières premières en général, reste très bien orienté sur les marchés financiers. Nous maintenons notre scénario haussier chartiste sur le Brent de la mer du Nord, soit une cible à 107,36 $ lors des prochaines semaines. Tout retour sur le support majeur à 89,21 $ constituerait une très belle opportunité d'achat. Et enfin, nous terminons ce point de bourse par une analyse de la paire la plus traitée sur le Forex, l'euro-dollar, bien entendu. Notre anticipation négative se confirme à court terme. La rupture du support à 1,3609 $ a activé une formation de retournement de tendance en tête et épaule. L'objectif de court graphique se trouve à 1,3412 $. Voilà pour l'essentiel de l'actualité boursière. Je vous souhaite une très belle séance. Alors eux aussi baissier sur l'euro-dollar. Alors si on regarde 1.3412, on a quasiment atteint ce niveau, mais on n'a pas tout à fait atteint non plus. On est descendu à 1.3428 au plus bas. Alors là actuellement, on a pris position en suivant l'élan en baissier. Pour le moment, c'est pas spécialement bon. En tout cas, on a une hésitation. On a un retour dans les moyennes mobiles exponentielles qui semble servir de zone de support. Donc on a peut-être une phase de correction qui pourrait se dessiner. Alors on va prendre les plus hauts et plus bas du dernier mouvement baissier qu'on a eu depuis le début de la journée. Donc depuis les plus hauts qui ont été marqués à 9h30 ce matin. On a retracé 23,6%, on s'est dirigé vers les 38,2 puis on a rebondi. Donc là, l'avantage de notre prise de position, c'est qu'on est dans le sens de la dynamique de fond. Donc comme je le dis souvent, c'est plus facile de marcher dans le sens de la foule que contre la foule. Alors là, cependant, on est perdant pour le moment de 5 pips par rapport à notre point d'entrée. Donc on n'a qu'à laisser courir et on verra ce que ça donne. Quoi qu'il arrive, on n'a plus rien à toucher. Désormais, on n'a qu'à attendre que la position se clôture. Alors, donc Dude m'a confirmé. Alors Dude, est-ce que tu as des positions en cours par exemple? Et si d'autres, je vois qu'on est 7 connectés sur le chat, on va être pas mal à suivre l'émission désormais. Si vous pouvez m'indiquer si vous avez des positions ouvertes sur l'euro-dollar ou sur d'autres paires, ça peut être intéressant de faire le point. Je suppose que la majorité est plutôt vendeur au vu de l'accélération. Il y a un moment où de toute façon on va atteindre une limite. Alors on va voir déjà où on en est sur la journée. Si on regarde le graphique en journalier, on est baissier, on a une journée assez volatile avec une accélération haussière dans un premier temps, un retour et une accélération baissière. C'est une journée assez intéressante à trader. On verra si les vendeurs prennent clairement en main le marché ou si on a justement un petit retour des acheteurs au cours de la journée. Donc sur ce, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. On va continuer à suivre notre position, donc vendeuse. Je vais lancer un nouveau point bourse, donc on va regarder on va écouter le point bourse réalisé par boursier.com. Donc le point bourse à la mi-séance, et ensuite on fera un point sur les nouvelles de la semaine avec New York Financial Press. Voilà la mi-séance. On écoute ça tout de suite. Alors, 2 secondes que ça charge.
parisien réduit ses gains à la mi-séance. L'indice CAC 40 retourne sur les 4100 points. Le titre Thales fait de la résistance dans le sillage d'un avertissement sur ses résultats 2010. Le résultat opérationnel courant sera déficitaire à hauteur de 100 millions d'euros, mais les analystes s'y attendaient. Alcatel-Lucent poursuit sa forte ascension depuis la publication de ses résultats jeudi dernier. Le titre a quasiment repris 1 euro en une semaine. Et puis Michelin profite d'un relèvement de recommandation de la part d'HSBC. À la baisse, le titre L'Oréal, moins 1%. Nomura reste à alléger sur le dossier avec une valorisation à 83 euros. Les résultats 2010 de Nexans sont très bien accueillis par le marché. Le titre bondit en ce moment de près de 6%. Le fabricant de câbles a dégagé un résultat net de 82 millions d'euros contre 8 millions en 2009. Le chiffre d'affaires, lui, a progressé de plus de 22% à 6,2 milliards d'euros. Et Nexans affiche sa confiance pour 2011. Les ventes devraient progresser de plus de 5% sur l'année. La marge opérationnelle devrait elle aussi nettement progresser avec un objectif de l'ordre de 5,5%. Voilà, c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 18 h pour la clôture. Voilà donc le point bourse réalisé par boursier.com. Ça stagne pour le moment, une petite baisse de volatilité sur l'euro-dollar là. Donc on va s'écouter donc les nouvelles qui seront publiées cette semaine, les explications. On fera le point également sur les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui puisque il me semble qu'il y avait des publications relatives à l'économie américaine, donc d'ordre macroéconomique. Je vais aller voir ça sur Forex Factory. Donc chaque chose en son temps, on commence par s'écouter le point réalisé par New York Financial Press. Alors, on va peut-être avoir également le point de Mark Toati, je ne sais pas s'il est déjà réalisé. Alors, j'attends que ça charge. Ok. Alors, un instant, hein, c'est en train de charger. Je ne sais pas pourquoi c'est lent. Ok. Donc, Economist Texas, ça peut être intéressant à écouter. On va commencer par écouter donc, ce qui sera publié cette semaine. On écoute ça tout de suite. Cette semaine, nous aurons encore beaucoup de chiffres en provenance du Royaume-Uni et des États-Unis. Mais le premier chiffre important viendra de Chine. Les investisseurs disposeront de la balance commerciale de la deuxième économie mondiale pour janvier, attendue en baisse à 10,2 milliards de dollars. Mardi, la Grande-Bretagne publie l'indice des prix à la consommation, un chiffre clé pour mesurer l'inflation du pays, alors que la Banque d'Angleterre a décidé de maintenir son taux directeur. Il y aura également le même jour la publication du PIB de la zone euro, ainsi que celui de l'Allemagne pour le dernier trimestre 2010. Côté États-Unis, nous prendrons connaissance des ventes au détail pour janvier, un chiffre très suivi puisque les dépenses de consommation constituent à elles seules 2/3 de l'activité économique aux États-Unis. Mercredi, les yeux seront tournés vers la Grande-Bretagne, où sera publié le rapport de la Banque d'Angleterre sur l'inflation ainsi que les demandes d'allocation chômage pour janvier. Jeudi, les investisseurs disposeront de l'indice des prix à la consommation en janvier aux États-Unis, qui est important pour mesurer l'inflation. Enfin, vendredi, la semaine se terminera par la publication des ventes au détail en Grande-Bretagne pour janvier. Voilà donc les nouvelles qui seront publiées cette semaine. Pour aujourd'hui, en fait, on n'a pas eu grand-chose. On a simplement à 11 h un chiffre relatif à l'économie européenne. On n'a pas eu spécialement de nouvelles majeures. À 16 h, on aura un membre de la FOMC, donc Dudley Speaks, Dudley qui parlera. Donc on aura un discours intéressant à suivre. Demain, ce sera plus intéressant. On aura plus de choses à suivre, notamment à 14 h 30 les ventes. Les ventes au détail relatives à l'économie américaine. On aura des indices, notamment relatifs à la production manufacturière. À 15 h, on aura l'indice TIC long terme. Donc c'est des ventes à long terme, je crois. Ou alors, je vais regarder sur mon calendrier en français. À 16 h demain, relative à l'économie américaine, on a donc l'inventaire des affaires, le TIC, les transactions nettes à long terme. Voilà, exactement le nom de l'indice. Donc plus d'informations sur la nature de cet indicateur, je vous le dis tout de suite. Le capital budget international transaction à long terme détermine mensuellement la différence entre les transactions nationales et étrangères d'achat de titres à long terme, c'est-à-dire les obligations avec une échéance initiale de plus d'1 an. Les courtiers regardent de près cet indicateur car il fournit plusieurs idées en flux de monnaie internationale. Une tendance à la hausse a un effet positif sur la monnaie nationale puisque les étrangers doivent d'abord convertir leur monnaie nationale avant de pouvoir acheter des actifs de la nation. Cela peut considérablement augmenter la demande d'argent.
Donc voilà ce que l'on peut dire et ce que l'on peut connaître à propos de ce chiffre. Alors, par rapport à l'accélération baissière du jour, on n'y trouve donc pas d'explication directe. On va peut-être voir dans l'actualité moins spécifique, ça a peut-être des raisons plus générales. Donc on va aller voir du côté de l'actualité. Alors, je regarde ça tout de suite. Si vous avez des informations et des explications par rapport à cette chute-là, cette accélération baissière sur l'euro-dollar, n'hésitez pas à l'indiquer. Alors, actualité. Ok. Alors, presse, Goldman, concours express. Ouais. On n'a pas grand chose. Ça y est, on est sorti sur l'euro-dollar. Alors, privé. Alors, en une minute, on a une accélération haussière. On a une belle bougie. Allez, prise de position. Donc, c'est une position de 0,04 lot. On va se contenter de suivre le mouvement. Donc, prise de position à l'achat sur l'euro-dollar. Voilà. Avec une position de 0,04 lot. Donc, priorité au trading. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, on va reprendre ensuite et on va chercher les actualités, les raisons éventuellement de l'accélération baissière de ce matin. Alors, je vais aller sur Yahoo, voir. Alors, petite correction là, par rapport à notre prise de position. C'est souvent moi que j'attends une petite correction, mais là je l'ai pris directement, sans regret. Mais alors, Yahoo a du mal à se charger, je vais donc l'afficher sur... Ok. Oh là là. Ok. Donc ça on s'en fout. Cette émission. Ok, ça on avait vu. Non, pas de grosses. Ok. Donc pas de grosses informations a priori aujourd'hui. Alors Doud nous dit, j'ai vendu ce matin l'euro-dollar et j'ai toujours des mini-contrats. Je viens de racheter mes mini-contrats. Ok, bah c'est excellent Doud. Donc ce matin tu avais signé, tu avais pris position à la vente sur quels critères exactement? Sur quelle intuition? Est-ce que tu avais suivi tout le mouvement? Quand tu dis ce matin, c'était ce matin à quelle heure? Est-ce que tu as pris dès les plus hauts, donc avant 9h30, ou est-ce que tu as pris au cours de l'accélération baissière? Est-ce que tu as une idée sur les raisons de cette accélération baissière justement? Alors, moi qui ai un compte en dollars, c'est plutôt bon pour moi, puisque si je devais convertir mon argent en euros, ça me ferait un gain supplémentaire, puisque depuis que j'ai ouvert le compte, l'euro a pas mal baissé. Donc là, par rapport à une position de 0,04 lot, donc qui fait suite à une perte, on est plutôt mal orienté, puisqu'on est rentré à l'achat à 1.3463. Les cours sont actuellement à 1.3457, notre stop loss est à 1.3453, il nous reste donc 4 pips avant d'atteindre éventuellement notre stop loss. Donc on suivra ça attentivement. On va aller voir des analyses du côté de nos partenaires. Alors, on vient de regarder ça. Alors, au niveau analyse technique, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? Alors, on a de l'infographie, c'est pas ce qui va m'intéresser directement. Un débat propre et relatif à l'euro, ça peut être intéressant, justement, dans le cadre de l'étude de l'euro-dollar. Alors, on s'écoute ça. C'est un débat, donc plutôt d'ordre fondamental, relatif à la devise européenne. On regarde ça tout de suite. Alors, dans un même temps, on continue à suivre. On est passé à 1 pip de notre stop loss. On est toujours en position, donc achat donc long sur l'euro-dollar. Et on joue une poursuite du retracement, donc éventuellement un retour vers les 38,2. Alors, on a fabriqué un euro dont le grand avantage, c'est de créer des conditions financières faciles. On se retrouve face à une des conséquences possibles, il y en a d'autres, mais une des conséquences qui est une bulle financière, en l'occurrence immobilière, qui éclate. Et au moment où elle éclate, à ce moment-là, on se rend compte que le dispositif institutionnel de l'Europe, dans la zone euro, est très insuffisant pour faire face à une crise comme ça. Et avant de jeter l'euro par exemple, etc., pour d'autres raisons, qui pourraient être celles de la quota sur la productivité, la dévaluation, etc., moi je pense que d'abord et au premier chef, il faut qu'aujourd'hui, et c'est en gros ce qu'on cherche, même, un peu négatif dans la façon dont on y parvient et le temps qu'il a fallu pour y parvenir, je pense que l'euro, zone monétaire, a besoin de se doter des instruments qui lui permettent de faire face à des crises financières en général, qui incluent parfois comme cas particulier des crises des finances publiques. Mais l'erreur de raisonnement qui est commise notamment en Allemagne,
c'est de penser que c'est une crise des gouvernements, c'est une crise des finances publiques et que c'est à ce titre que les gens doivent se débrouiller tout seuls, alors que l'exemple beaucoup plus grave de l'Irlande, en tant qu'il est lui-même l'amorce d'un cas encore plus grave, beaucoup plus grave encore, qui est celui de l'Espagne, montre que ça n'a rien à voir avec la responsabilité. Donc je pense qu'on est encore une fois devant, on va rentrer dans les détails des mesures qui sont discutées, mais on est devant une feuille blanche, une crise autrefois monétaire qui aujourd'hui est devenue financière et vis-à-vis desquelles tout simplement il n'y a pas d'instrument. Il n'y a pas d'instrument parce que la Banque Centrale Européenne n'a jamais réfléchi au rôle qu'elle pourrait jouer pour refinancer ceci ou cela. Elle l'a fait avec les banques jusqu'à un certain point. Quand la crise bancaire contamine les gouvernements, comme ça a été le cas en Irlande et comme ça menace de l'être peut-être en Espagne, elle est complètement désarmée idéologiquement, théoriquement. Elle n'a pas de théorie de ce qu'elle devrait faire maintenant. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est ça qu'on attend, c'est ça que les marchés attendent. Je ne veux pas prendre la parole là, juste, mais il y avait quand même un procès. Non, comment tu veux? Je sais pas si t'as pas une fois que t'en as une. Mais une carte sincèrement, c'est quoi? C'est une carte que tu achètes pour stationner à Paris. Mais à l'année? Oui, non, au jour. C'est une... Non. Il protège le gouvernement. Il est Ouais. permis à beaucoup de gouvernements européens de... Mais sauf que juste un point, ce cas-là ne s'applique ni à l'Irlande ni à l'Espagne, qui sont les deux pays en crise. Les typiquement à nous. Elle s'appliquerait à nous, mais nous, on n'a pas de crise. Ça tombe mal. Les deux cas qui peuvent faire fracas, c'est pas la Grèce qui va renverser la zone euro, tout le monde le sait. C'est l'Espagne. Si l'Espagne tombe, on sera vraiment désarmé face à l'ampleur de la crise. L'Espagne tombera si elle doit tomber, pour les mêmes raisons que l'Irlande. On n'a pas su régler le problème irlandais, ça inquiète les marchés sur notre capacité à régler le problème espagnol. Dans les deux cas, on est dans les clous qui sont ceux que l'Espagne, que l'Allemagne souhaiterait que tous les pays rejoignent. C'est pour ça que je dis c'est un problème financier, c'est un problème systémique, c'est un problème d'avoir des conditions de refinancement des banques et des États qui viennent au secours des banques quand ils sont en difficulté. Ça n'a malheureusement pour les Allemands rien à voir avec ce qu'ils ont en tête, à savoir revenir à l'équilibre budgétaire. On peut partir dans une crise, entrer dans une crise avec des finances publiques parfaites, les banques font faillite et tout d'un coup, on l'a vu dans le cas irlandais, ça fait passer le déficit de 0 à 30% du PIB en un an. Ben voilà, c'est des situations comme celle-là auxquelles il faut que l'Europe se prépare à répondre. Non, je trouve qu'on risque de confondre, c'est une matière délicate et c'est pourquoi je défends toujours qu'on accole l'économie au terme de science, parce que c'est moins simple qu'on le croit. Il y a plusieurs points dans ce que vient de nous dire Daniel Cohen, mais il y a, si j'ose dire, une position fondamentale sur laquelle je voudrais revenir. Avant d'ailleurs, peut-être qu'à la fin, on évoque la position française. Nous sommes tous d'accord, je dis bien Daniel aussi, sur le fait que l'euro a été et reste une monnaie politique. Une monnaie politique qui était simplement d'être, je l'ai vécu, d'être le sas entre l'Europe du marché commun, de l'échange économique libre, et puis une Europe fédérale. C'est ainsi que M. Schmitt, c'est ainsi que M. Giscard d'Estaing, c'est ainsi que M. Mitterrand, et c'est ainsi que M. Kohl l'envisageait. Il se trouve que une monnaie est une monnaie, et qu'une monnaie unique implique un certain nombre de conditions que les économistes américains et certains d'entre nous, dont moi-même, avons développé dès 1985, c'est-à-dire des structures économiques voisines, sinon identiques, un budget commun qui ne soit pas l'actuel avec 1% du produit national, ce qui est dérisoire, et un certain nombre de normes et de disciplines communes, à commencer d'ailleurs par des normes financières dont vous avez dit vous-même que par le droit est laissé à la disposition de chaque pays. Bref, ces conditions de réussite d'une monnaie commune n'ont jamais été réunies. Et le tout est de savoir si elles pourront l'être un jour. Bon, et c'est là le pari que nous pouvons faire, ou le désir que nous pouvons avoir. Certains, comme moi-même, pensons que, compte tenu de la diversité des économies européennes, compte tenu d'ailleurs du fait que les Anglais n'y sont pas, et qu'ils ont dans le domaine bancaire une influence qu'on sous-estime
j'estime peut-être, je me suis laissé dire par exemple que le capital de la Deutsche Bank était un capital anglo-saxon, enfin qu'ils avaient la majorité dans la Deutsche Bank. Ce qui est peut-être, compte tenu de la position de Londres, bon, compte tenu d'un ensemble compte tenu du fait que les gouvernements ont besoin d'être élus, voilà, avec besoin d'être élus, je me demande comment ils pourraient être élus ou ils pourraient l'avoir été sans déficit budgétaire massif. Et qu'en 2012, il faudra bien aussi qu'ils soient élus et que peut-être l'enthousiasme des hospices ne suffira pas à faire élire au nom de l'indépendance les candidats. Qui seraient élus sans un déficit. Voilà. Et ouais, mais ils sont tous en déficit. Alors là, évidemment, là, Daniel a tout à fait raison. Il y a l'influence, ou plutôt le jeu de la crise mondiale que nous avons subie et qui a, dans ces 10 premières années, interféré avec... bon. Alors certains pensent, comme moi, que les conditions ne seront jamais remplies pour des raisons politiques. Bon. Ce que d'ailleurs vient aussi de nous dire, nous dit depuis 8 jours, l'Herald Tribune. D'ailleurs, la position américaine à l'égard de l'euro et de l'Europe est tout à fait curieuse. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis parce que c'est pas simple du tout. L'attaque continue de l'euro et de la France dans l'euro d'ailleurs, et même de l'Allemagne désormais, parce qu'elle défend l'euro, est tout à fait curieuse, mais à mon avis, elle est anglo-saxonne et plus anglaise qu'américaine. Ceci est une bonne. À mon avis, ce ne sera jamais. Pour des raisons politiques. Pour des raisons économiques, pour des raisons techniques et pour des raisons politiques et pas financières. C'est là où je suis étonné par. Bon, et donc, si ces conditions sont jamais remplies. Alors, si ces conditions sont jamais remplies, alors c'est la raison pour laquelle j'ai toujours pensé que la monnaie commune. Alors, je ne suis pas le seul quand même. Vous savez qu'il y a des hommes politiques notables, M. Balladur, M. Chevènement et bien d'autres qui ont défendu la monnaie commune. Pour moi, la monnaie commune avec la aplomb... Alors, c'est un débat qui est vraiment très long, donc on a déjà regardé 8 minutes, c'est vraiment intéressant, pardon. Je vais vous laisser le lien, alors si je trouve... Link, voilà. Ok, donc je vous colle le lien sur le chat, et donc vous pourrez réagir à cela. Tiens, salut Mandarine qui est revenu, ça fait longtemps que je t'avais pas vu sur le chat. Donc je fais un point sur ce qui est dit rapidement. Alors simplement par rapport à notre position de 0,04 lot, on est gagnant de 1,60$, 2$ désormais. Donc c'est plutôt bien orienté. Comme quoi il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça marche aussi bien lorsqu'on est proche de son take profit que lorsqu'on est proche de son stop loss. Rappelez-vous, on est passé à 1 pip de notre stop loss. On est désormais à donc on est à 4 pips de notre objectif, donc de notre take profit. On verra ce qu'il en est. Il reste une petite résistance horizontale court terme à franchir, qu'on voit ici à 1.3469. Donc un petit effort des haussiers et on pourrait atteindre un nouveau take profit. Ce qui serait pas mal pour la journée, puisque d'ores et déjà pour aujourd'hui, vu que j'ai tradé cette nuit, j'avais du temps et j'ai un peu travaillé sur le site. On va regarder uniquement ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on a déjà atteint 1, 2, 3, 4... 5, 6 take profit, donc ça fait déjà 0,6% de progression du capital pour la journée, et donc ça fera 0,7 si on atteint notre objectif, ce qui serait pas mal, sachant que l'objectif quotidien est de 1% par jour. En tout cas c'est d'après cet objectif que j'ai fait mes calculs, pour avoir mes espérances de gain sur le long terme. D'où nous dit sur le croisement des moyennes mobiles à 9h20, j'ai fait 620€ de gain, bah écoute c'est excellent, bravo à toi. Donc oui, les moyennes mobiles, lorsqu'on a des journées volatiles, c'est vraiment très intéressant. Donc en revanche, je suppose qu'on avait eu d'autres croisements, puisque dans un premier temps, la nuit, on avait accéléré à la hausse. Donc pourquoi avoir choisi ce croisement spécifiquement? Est-ce que c'est parce que c'est apparu à une horaire spécifique, donc 9h20, juste avant l'ouverture des bourses européennes? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont tu filtres les signaux que te donnent les croisements des moyennes mobiles? Alors, j'avais 12 mini-contrats. Ok, Dude, et donc tu as clôturé tes contrats 1 à 1, donc tu as fait tu as fait une position à objectif multiple et non pas un seul objectif comme moi je le fais sur ce compte. Alors Mandarine nous dit bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va très bien Mandarine, et toi? J'espère que le trading ça va. Est-ce que tu peux nous parler, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, un peu de ce qui s'est passé pour toi sur les marchés ces dernières semaines, derniers mois? Est-ce que ça a bien été? Est-ce que tu as eu de bons résultats? Quelle stratégie tu as appliquée, etc. Pour ma part, j'étais short sur l'euro-dollar. Je suis rentré dans le sens de la trendline journalière, la bougie d'1 heure du matin et la bougie dès 8 heures. J'ai bouclé à 13 heures avec 57 pips de bénéfices, mais cet après-midi, je suis devant mon écran et je ne touche plus le puck. Ok, Mandarine, alors
pourquoi il y a beaucoup de monde qui fait ça alors qu'ils ont eu des bons résultats sur la journée. Ils ne touchent plus à leur plateforme, ils ne prennent plus de position. Alors pourquoi, Mandarine, est-ce que tu as peur de reprendre une position? Est-ce que c'est parce que tu veux pas trader plusieurs fois un même mouvement, de peur d'être à contresens? Est-ce que c'est psychologiquement, puisque tu vas atteindre ton objectif quotidien, tu préfères ne plus trader pour pas risquer de perdre ce que tu as gagné au cours de la journée? Si tu peux nous en dire plus, ça peut être intéressant. Doud nous dit je travaille en 5 minutes, il n'y a pas de croisement tout le temps. Ok, Doud, ok. Alors, take profit atteint sur l'euro-dollar. Alors, désormais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre de voir la réaction des cours au contact de la zone des 38,2%. Et je prendrai éventuellement une prise de position de 0,02 lot. Alors, on va regarder ce que nous donne notre équité. On est à 2133 $ d'équité, ce qui est pas mal. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, on a des vendeurs qui veulent reprendre en main le marché. Mais on a une dynamique de fond qui reste haussière. Donc pour le moment, je suis hésitant. Donc on s'est affranchi de l'ancienne résistance horizontale. Si on a une bougie baissière franche, je prends la position, puisque la dynamique de fond reste quand même baissière, il faut le garder à l'esprit. Donc pas trop trader contre tendance. Si on a une très grosse accélération haussière, là aussi je pourrais prendre position à l'achat, notamment en cas de franchissement à la hausse des 38,2% net et précis. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, on voit que les vendeurs font de la résistance et que les acheteurs ont du mal à s'exprimer. Donc je reste à l'affût et j'attends un signal clair, notamment, pourquoi pas, une belle bougie baissière. Alors si on regarde en journalier, on revient sur nos pas, on a une bougie hésitante avec des grandes ombres et un petit corps pour le moment. Ce qui indique qu'il y a de la nervosité, il y a une volonté de la part des investisseurs de faire quelque chose, mais on a du mal à choisir son camp. Alors là, retour sur les 38,2. Les vendeurs semblent vouloir reprendre en main le marché. Ouais, il y a une bonne dynamique. Allez, je tente le short. Prise de position à la vente sur l'euro-dollar, donc pour jouer le rebond sur les 38,2 éventuellement. Entrée à 1.3475. Je place donc un stop loss à 1.3485 pour un objectif à 1.3465. Alors voilà, c'est fait. On est à moins 40 centimes. Donc c'est logique. Un pip de spread. Et donc désormais on laisse courir. Donc soit on franchit à la hausse les 38,2, soit on rebondit et on reprend la dynamique baissière. On notera qu'on a touché le second support sur lequel on a effectué un rebond. On se dirige actuellement vers le premier support qui était à 1.3491. Alors on a remboursé le spread. Alors moins 20 centimes. Donc voilà, on est en position, on laisse courir ça. Alors pardon, ouais, quand il y a 40 centimes de perte, c'est 2 pips, hein, et non pas un pip. Donc j'avais un pip de retard. Donc là, on est à 20 centimes, on est au point d'entrée. On laisse courir, le rebond me semble assez probable. En tout cas, c'est pile sur les 38,2, qui est une zone de rebond assez intéressante, qui a fait ses preuves par le passé. Enfin, moi, je sais que j'aime particulièrement cette zone de retracement, qui repousse bien souvent et qui est une zone de rebond pertinente. Donc on va suivre ça, pas grand chose de plus à ajouter. Je vais faire un point sur ce qu'il dit sur le chat. Alors, on a Doud qui nous dit, voilà, ça c'est bon. Là, on est proche du croisement à la hausse. Alors, tu vas le prendre, Doud, le croisement à la hausse, ou tu vas te contenter de suivre uniquement les mouvements baissiers, étant donné que la dynamique de fond sur les derniers jours est plutôt baissière, hein, comme on le voit ici. Donc, Mandarine nous dit, non mais j'ai finalement remarqué que cela vaut mieux quand je ne regarde plus mon écran. J'analyse, je décide, et ensuite j'essaie de faire quelque chose. Ok, Mandarine. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça va mieux quand je ne regarde plus mon écran? Donc comment tu fais en fait si tu regardes plus ton écran pour analyser les marchés, etc. Est-ce que tu regardes des conseils sur d'autres sites? Est-ce que si tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu fais de l'analyse fondamentale peut-être? Mandarine nous dit mais j'essaie quand même de prendre position. Là j'étais vendeuse, mais comme je t'écoute, cela m'a fait penser de regarder la bougie sur 1 heure et sur celle-ci on est long. Alors, moi je suis vraiment sur du très court terme, donc si tu es dans une optique moyen, même moyen court terme, c'est-à-dire intraday, moi je te conseille pas forcément de me suivre, moi c'est vraiment du scalping, donc des positions très très court terme, stop loss à 10 pips et objectif à 10 pips. Donc si tu veux avoir plus d'informations à propos de ma stratégie et de l'approche que j'applique actuellement, tu as un lien voilà, que je te mets ici. Alors est-ce que c'était bien celui-là? Oui voilà, c'est ça. Sur le forum qui explique précisément la stratégie et le plan money management qui est une base de martingale avec un risque limité à maximum 3,2% de risque par rapport au capital, ce qui est important.
et un risque maximum qui peut être réduit à 1,6% en fonction du capital détenu. Donc ça j'avais vu. Ensuite Mandarine nous dit, donc c'est bon, tu peux y aller. Durant la période où je ne suis pas venu, c'est parce que je travaille à l'extérieur à 100%, mais je suis les émissions en différé. Ok Mandarine, donc bah écoute, merci pour la précision. D'où nous dit, comme j'ai fait un bon gain, je ne vais plus faire d'opération, j'ai aussi bien gagné sur le CAC 40. Bah écoute, excellent Doud. Alors justement le CAC 40, on va y jeter un petit coup d'œil. Là on est au point d'équilibre sur notre position, donc ça hésite, même si les vendeurs semblent vouloir reprendre en main le marché. Alors sur le CAC 40, si on regarde en journalier, on voit qu'on a une journée plutôt baissière aujourd'hui. Donc les journées précédentes, on a vu des tentatives d'accélération qui s'étaient finalement soldées par des clôtures en hausse. Là désormais, on semble avoir une reprise en main du marché par les baissiers, mais c'est pas très franc. Donc une journée baissière qui se dessine. Il reste encore environ 2 heures avant la fermeture, donc tout reste possible. Alors les marchés US ont ouvert il y a quelques minutes. On va aller regarder ce que ça donnait. Dans un premier temps, c'est une ouverture plutôt baissière, mais rien de bien franc et rien de bien inquiétant. Donc on a eu de la volatilité à l'ouverture et une dynamique plutôt baissière pour le moment. Voilà, on a touché le point pivot qui est à 12 206 points. On a rebondi dessus légèrement et la dynamique est plutôt baissière. Alors sur l'euro-dollar, on a une petite accélération baissière. C'est plutôt bon pour nous. Alors désormais, si je dézoome, bon, pas grand chose. Hein. Là, je crois qu'il n'y a pas besoin de plus que les points pivots et les Fibonacci pour analyser ce graphique en 1 minute sur l'euro-dollar. Alors, tentative d'accélération baissière ici. On va suivre ça. Je vous propose d'écouter une autre analyse. Donc, je vous laisse le lien de l'analyse précédente qui est très intéressante, mais c'est une émission qui dure 1 heure. On a vu le débat sur l'euro. Ça va pas être super intéressant. Apprendre à construire une analyse technique. Ça, je pense que c'est plutôt relatif à la formation. Ça va pas intéresser tout le monde. On peut écouter le point hebdomadaire sur l'or réalisé par Trado. Donc, on écoute ça. Alors on regarde ça justement, et moi je suis et je vous alerte si jamais il y a du nouveau par rapport à notre position, si on atteint un take profit ou quelque chose. Donc j'ouvre mon écran sur mon autre, j'ouvre ma plateforme sur mon autre écran et je vous lance l'analyse de Tradosaur. Donc. Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance de vendredi est décevante, mais ne remet pas en cause l'essentiel. Effectivement, alors qu'on pouvait légitimement s'attendre à une percussion contre la médiane de la fourchette d'Andrews en noir ici, eh bien finalement le contact avec la Bollinger supérieure aura suffi à décourager les haussiers qui finalement trouvent refuge au contact de la moyenne mobile à 7 séances ici. Donc même si la médiane n'a pas été percutée, rien en soi n'interdit de nourrir des espoirs puisque la M7 est préservée, la M20 est préservée et bien sûr nous sommes toujours à l'intérieur de ce canal étroit marron ascendant. Je m'attends donc toujours à ce qu'on aille chercher la médiane à un moment ou à un autre. D'autant que les indicateurs techniques ne faiblissent pas. Le MACD demeure au-dessus de son signal, au même titre que le stochastique, et le momentum est positif. Donc pour moi, ça reste résolument haussier. Il demeure que la M20 n'a pas réussi à confirmer son inversion de tendance, c'est-à-dire qu'on rebascule baissier, hein, on voit c'est rouge sur mon graphique, ce qui signifie que puisqu'on est au-dessus d'une M20 baissière, on est théoriquement, à mon sens, sans tendance. Mais au regard de tous les indicateurs techniques qui sont plutôt positifs, j'aurais tendance à dire que les haussiers demeurent quand même en position de force. Alors si vous êtes haussier sur l'indice parisien, deux solutions, hein. Soit vous achetez sur les niveaux actuels en pariant que la M7 tiendra encore demain, soit vous attendez un retour sur la M20, un pullback sur la M20 qui confirmerait également la pertinence du bas du canal marron comme support. L'objectif étant bien sûr à court terme d'aller toucher la médiane de la fourchette d'Andrews. Si vous êtes baissier, vous pouvez par contre parier sur la pérennité de la Bollinger supérieure comme résistance. L'idée serait donc de shorter avec pour objectif un retour sur la M20. Un petit détour du côté de l'hebdo. Traditionnellement, on voit qu'en hebdo, on est dans une situation qui est clairement une situation de consolidation haussière.
Nous avons augmenté de manière significative de 1158 à près de 1450 en l'espace de quelques semaines, et donc légitime de reprendre son souffle. On voit que le simple contact avec les 38% de Fibonacci ont été suffisants la semaine du 24 janvier et la semaine du 31 janvier. La semaine d'aujourd'hui confirme le maintien au-dessus des 38% de retracement de Fibonacci. Donc tant que ceci ne casse pas, il n'y a aucune raison de ne pas espérer un retour sur les plus hauts, donc les 1400 et quelques. Il demeure que puisque nous sommes en dessous d'une M20 croissante, on peut aussi dire que la tendance haussière est cassée, mais on est loin d'avoir entamé une tendance baissière, puisque pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que la M20 se retourne et qu'elle soit baissière elle-même. Donc, pour faire simple, en hebdo, on est sans tendance, et en journalier, on est sans tendance aussi. Donc, on a tout ici qui rappelle une configuration de saine consolidation. Voilà. Bonne soirée, bon trade, et à lundi. Voilà, donc l'analyse sur l'or réalisée par Tradosaur. Alors sur notre position vendeuse sur l'euro-dollar, ça se passe plutôt pas mal. 38.2 semble jouer son rôle de zone de rebond. On est à 1 dollar de gain, donc on est à mi-chemin. On est actuellement à 1.3470, notre objectif est à 1.3465. Donc on laisse courir le trade, pas grand chose de plus à ajouter. Attention, statistiques ou événements économiques dans moins d'1 minute. Ok, à 16h, on aura donc le discours du membre Monsieur Dudley de la FOMC. On accélère à la baisse pour le moment sur l'euro-dollar. Encore 3 pips et on atteint notre take profit. Allez, encore 2 pips et c'est bon. Alors, voilà, encore 1 pip et on sort. 1,80$ de gain. Alors, là on revient. Voilà, on a quand même une bonne pression vendeuse, ça peut se terminer dans quelques instants, quelques secondes. Alors là, c'est plutôt les acheteurs qui reprennent en main le marché. Je vais faire un petit point ce qu'il dit sur le chat. Donc voilà, Doute qui nous dit qu'il a bien gagné sur le CAC. Modarin nous dit j'analyse avant, j'écoute BFM pour l'analyse fondamentale et je t'écoute. Pour le scalping, j'ai abandonné l'idée, je suis très mauvaise. Ok Mandarine, bah écoute, oui, moi aussi c'est assez proche de ce que je fais et de ce que je conseille. Ce que tu fais, enfin ce que je conseille de ce que je fais tout simplement. Donc voilà, je conseille rien du tout, hein, je reste humble, je suis pas un grand trader. Je commence par une analyse fondamentale. En général, c'est plutôt quand je m'attaque aux actions et c'est assez rare. J'écoute BFM Business. J'essaie d'avoir des informations par rapport au secteur dans son ensemble. Donc, si c'est une action automobile, j'essaie d'avoir des informations sur le secteur automobile. J'essaie de me renseigner sur Internet avec des analyses fondamentales, notamment sur Fortuneo, des choses comme ça. Ils en publient régulièrement sur les plus grands titres, les plus grandes valeurs françaises. Une fois que j'ai ces informations fondamentales en tête, j'essaie de faire une petite synthèse dans ma tête, hein, c'est très rapide, et je m'attaque à l'analyse technique. Et donc je me sers de l'analyse fondamentale pour cerner une direction de fond, et de l'analyse technique pour chercher des points d'entrée pertinents. Donc voilà comment je réalise mes analyses. Alors là, par rapport à notre position, on est passé à 1 pip de notre take profit. Désormais, on est à 9 pips de notre take profit. Donc encore une fois, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'était exactement le scénario inverse tout à l'heure. Et bien là, ça joue cette fois contre nous. C'est comme ça, c'est le trading. Donc en effet, le trading, le scalping, c'est pas évident Mandarine. Donc il y a beaucoup notamment de débutants qui sont attirés par ce dernier. Mais c'est assez compliqué. Déjà, il faut un très bon spread. C'est pour ça qu'en ce moment, je me permets de le faire puisque j'ai un spread de 1 pip sur l'euro-dollar. Habituellement, je suis plutôt sur du court terme. C'est pour ça notamment que je suis passé sur de stop loss objectif à 20 pips, de stop loss objectif à 10 pips, parce que mon broker me le permet. Le spread de 1 pips est assez intéressant et me permet de trader à très court terme. Ta martingale, c'est très bien, merci pour l'idée, mais le 1 minute, c'est trop court. Alors, Mandarine, qu'est-ce que tu me conseillerais? Toi, ce serait plutôt du 5 minutes, par exemple, comme Dude. Alors, Dude nous dit, tu as raison, Mandarine, le 1 minute, c'est trop court, ça donne trop de stress, je préfère le 5 minutes. Alors, après, faut pas oublier que quoi qu'il arrive, un graphique reste un graphique. Donc moi, je prends quand même pas mal de recul et je suis pas au signal près, hein. J'essaie de plutôt trader les mouvements sur du 1 minute. Donc je pourrais passer sur le 5 minutes, mais je sais pas, vu les stop loss objectifs à 10 pips, je suis plus à l'aise sur du 1 minute. Donc on est au point d'équilibre là, donc on a 10 pips de notre objectif, 10 pips de notre stop loss. On va laisser courir ça. Les acheteurs semblent assez motivés pour reprendre en main le marché. Il doit y avoir quelques annonces faites lors du discours de Monsieur Dudley. Certains ont des informations et ont notamment un lien pour suivre le discours, ça peut être intéressant. Moi, j'en ai pas dans l'immédiat. Alors, DJ Trade nous dit bonjour. Alors, salut DJ Trade. J'essaie de faire la même chose, mais sur du 15 minutes dans le sens du 1 heure.
Ok, mandarine, pourquoi pas? Alors, c'est des positions plus moyen terme. L'avantage des positions très court terme, c'est que ça va très vite. Donc, c'est assez intéressant. On voit son capital évoluer rapidement, etc. Il y a plus de bruit de marché et c'est plus délicat de faire l'analyse technique. En tout cas, c'est un autre type d'analyse technique. Et les spreads représentent une part plus importante. Donc, en effet, c'est plus simple d'analyser sur du moyen court terme que sur du très court terme. Et de réaliser des profits que sur du très court terme. Après, c'est une question de choix. Là, en ce moment, j'applique ça et ça marche plutôt pas mal. Donc, on verra ce que ça donne par la suite. On a notre position en cours, pas grand chose de plus à ajouter. DJ Trade, si tu as des choses à indiquer, si tu as une analyse, si tu as des avis, n'hésite pas à nous le préciser. Alors, on vient de regarder justement cette analyse technique sur l'or. On va regarder ce que... ça va être vraiment de la formation. Donc, c'est pas ce qui va intéresser. Effet de levier, c'est pas non plus ce qui va intéresser. On avait l'analyse du CAC 40 du 11. Alors, non, ça fait trop loin. Si, voilà, donc c'est l'analyse technique du CAC 40, donc à la clôture des marchés, donc c'est l'analyse hebdomadaire. On regarde cette analyse qui est réalisée par Gilles du site boursetcoté.com pour cette semaine, sur le CAC 40. On va regarder ça. Alors, le temps que ça charge, 2 petites secondes. Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 11 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, séance encore une fois très technique, puisque nous sommes venus vraiment osciller dans des zones en nous arrêtant sur des supports vraiment très marqués. Ouverture, donc en baisse depuis ce matin à 4080,74. Nous avons été marqués un plus bas à 4039,24, un plus haut à 4121,38, avant de revenir en clôture à 4101,31. Nous gagnons 0,15% sur cette séance, 6 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est une séance de hausse, bougie verte. On a cru à un moment avoir la copie conforme de la séance d'hier, mais nous avons été marqués un plus haut ici, assez significatif, puisqu'il est plus haut que le précédent plus haut, à un point près. Donc on pourra dire que nous sommes venus sous la même résistance ici, au niveau des 4120 points. Alors, je suis très partagé et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce qu'au niveau des indicateurs, comme vous le voyez, on est toujours... Les indicateurs aussi sont très partagés. On a un RSI qui ne bouge plus maintenant depuis quelques temps, puisqu'on est toujours entre 60 et 70, donc pas dans la zone de surachat, mais juste en dessous. Un stochastique, lui, qui est suracheté, mais alors qui oscille, ça fait depuis... On est rentré en surachat. Au niveau du stochastique, on va pouvoir l'agrandir... Voilà, on est rentré en zone de surachat au niveau du stochastique avec une tentative de sortie entre-temps, donc le 13 janvier. On a tenté de sortir ici fin janvier, et puis on a réintégré. Donc on est toujours ici dans au niveau du stochastique, dans cette zone de surachat marquée. Bon, on sait très bien que le stochastique donne un signal lorsqu'il sort de cette zone de surachat, mais pour l'instant, le surachat est latent. Et au niveau du MACD, eh bien, on est relativement neutre, ce qui traduit. Alors, je coupe l'émission pour indiquer qu'on vient de toucher notre stop loss sur l'euro-dollar. Donc, la prochaine position sera de 0,04 lot. Alors, on va attendre de voir ce que ça donne. La dynamique de fond reste baissière. On a un élan haussier. Là, on a un marteau inversé qui pourrait être intéressant à trader à court terme. Ce qui indique un essoufflement et une hésitation de la part des acheteurs dans leur mouvement. Donc, à voir. Si on termine sur une bougie de ce type, je pourrais prendre une position à la vente. Autrement, je laisserai courir le mouvement haussier. Là, je vais le laisser courir, je pense, si on termine comme ça. Jusqu'à ce qu'il s'essouffle pour reprendre position dans le sens de la dynamique de fond. Donc toujours à la vente. Alors, là pour le moment, je laisse courir. Il n'y a pas grand chose... d'autres à faire. Si on a une belle bougie de retournement, comme une englobante ou un marteau inversé ou quelque chose comme ça, je serais susceptible de prendre une position à la vente. Donc là pour moi on a une petite reprise en main du marché par les vendeurs. On le voit ici. Alors c'est pas encore assez franc, mais c'est quelque chose d'assez intéressant qui va plutôt dans le sens du rebond. Alors voilà, ça se dessine un peu plus. Là on a une belle englobante baissière. Si on termine sur ce type de bougie, je prendrai une position à la vente. Donc on patiente, il est 16h07. On a un discours en cours, ce qui amène de la nervosité et de la volatilité, on le voit ici. Alors, les acheteurs sont quand même assez présents. On le voit là, une grosse ombre baissière, donc des vendeurs qui ont du mal à s'affirmer, mais
quand même, on a une belle tentative de reprise en main là, à court terme, voilà, ça y est, prise de position à la vente. Donc je rentre de nouveau à la vente sur l'euro-dollar avec 0,04 lot. Donc mon stop loss sera placé à 1.3489 pour un objectif à 1.3469. Voilà. Donc on est déjà en profit, on a remboursé le spread et on entre en zone de profit. On est actuellement gagnant de 40 centimes. Donc notre précédente position a donc été perdante de 2 $. Donc rien de particulier. Alors actuellement au niveau de l'ensemble des gains, ça s'élève à 105 $ par rapport à notre capital et par rapport à notre dépôt de départ. Alors là ça part plutôt pas mal. Donc 2 pips de profit, on a 8 pips de notre objectif désormais. Alors on va se regarder la fin de l'analyse du CAC 40 réalisée par Gilles, donc pour le site boursicoté.com, et je vous alerte si jamais il y a du nouveau par rapport à notre prise de position. Ça se passe bien, ça accélère plutôt à la vente là. Bon, on suit ça. Bien ici le manque vraiment de dynamisme, hein, c'est-à-dire on monte tout doucement, hein, on avait ici une belle dynamique. Hein, sur les précédents jours, voilà, on était parti sur une belle dynamique, on a consolidé, on est bien monté. Et puis depuis ici, fin janvier, nous sommes vraiment dans une dynamique haussière, mais beaucoup plus faible. Hein, c'est-à-dire qu'on continue à monter, mais tout doucement, sans vraiment réelle conviction. On continue à marquer des plus hauts, mais on est quand même mesuré lors des phases de hausse. Vous voyez, là, on a une belle phase de hausse ici, mais juste après, c'était vraiment timide. On a des volumes qui faiblissent. Alors, malgré ici des volumes supérieurs à la moyenne, qui s'expliquent notamment par la grande volatilité, hein, une volatilité accrue sur cette séance, eh bien, on a quand même du mal à venir avancer. Alors, ce qui me fait aussi être assez indécis, c'est que nous avions ici une tendance très court terme relativement marquée et assez dynamique au point de vue de la hausse. Nous avons cassé ici sur un gap, bon, gap de rupture qui a été comblé, et je vous avais dit que ce qu'il faudrait, c'est réintégrer. Alors là, nous avons été arrêtés, c'est très intéressant hein, ce qui est arrivé aujourd'hui. Ici, nous avions ici le support haussier, vous voyez, on voit bien ici qui passe entre les deux bougies, et le support haussier venait se confondre avec le précédent plus haut, donc qui marquait une résistance horizontale, et le plus haut de la séance est venu se loger juste sur cette zone. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais dit hier, je vous avais dit, si ici l'ancien support est résistance, eh bien nous pourrions avoir des séances qui peuvent continuer à monter pendant encore 2-3 séances, et puis qui peuvent s'en écarter pour venir consolider. C'est ce scénario que je privilégie actuellement. Alors, comme je vous l'ai dit, le surachat il est latent, c'est-à-dire il est là, un peu comme un arc qui est bandé et qui attend plus qu'on lâche la corde pour que la flèche parte. Eh bien c'est tout à fait ça. On est dans une hausse qui est toute mesurée, et il faudrait vraiment très peu de choses pour mettre le feu aux poudres et voir une consolidation se développer. Alors, pour l'instant, il n'y a aucun signe. On continue à monter doucement. Ici, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle. La dynamique est toujours très légèrement haussière. On n'a toujours pas cassé ici ce plus bas, qui était vraiment un plus bas, vraiment, comment dire, significatif hein, de la tendance. Mais par contre, vous voyez, depuis qu'on a quitté ce support, eh bien, on est dans l'incapacité de remonter au-dessus. Il était quand même un peu plus dynamique. Et donc, cela traduirait que ce support s'est transformé en résistance et donc il pourrait annoncer la fin du mouvement haussier, très court terme, hein, puisque là, on était vraiment sur une dynamique sur quelques jours. Donc ça, c'est pour la tendance court terme. Pas de signal de trade aujourd'hui. Et donc, comme nous sommes vendredi, je vous propose de passer en vue hebdomadaire. Alors, vue hebdomadaire, ben, ce que je disais est encore bien traduit. Vous voyez, si on regarde ici les précédentes bougies qu'on avait, notamment au niveau de la hausse, bon, on est parti ici, on avait un grand dynamisme, une grande volatilité. Puis là, hop, encore un grand dynamisme ici dans ce mouvement baissier. On avait une bonne dynamique. Et là, depuis quelques semaines ici, le dynamisme est un peu plus restreint. Alors, on est toujours dans une tendance moyen terme haussière, hein, c'est-à-dire qu'on continue à marquer des plus hauts de plus en plus hauts. Au niveau des plus bas, c'est un peu moins net. Ici, on a eu une frayeur la semaine dernière. Mais là, on a repris la tendance aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau des indicateurs, ça se voit bien. Le RSI nous laisse encore un petit peu de place. Le stochastique, lui, est toujours en surachat. Et le MACD continue sur sa dynamique haussière. Hein. Vous voyez, les histogrammes ici continuent à évoluer positivement. Et on a des semaines donc avec des volumes supérieurs à la moyenne. Donc au niveau de la tendance moyen terme, de toute façon c'est bien visible ici sur le graphe. Hein. On peut tracer des lignes de tendance. On a des supports relativement intéressants
ici, hein, voilà, vous voyez, sans aller chercher bien loin, on voit bien qu'ici les points sont significatifs, donc la tendance moyen terme se place vraiment sur ce genre de tendance, et si on reporte la ligne sur les plus hauts, eh bien on s'aperçoit que nous sommes dans un quasi-trend, parce qu'à part cette petite poussée haussière ici, on voit que ce plus haut correspond à celui-là, donc la tendance relativement marquée est assez régulière. Mais ici, au sein de cette tendance, on voit que on est plutôt dans le haut du trend. On a des seuils techniques ici qui seront peut-être assez difficiles à passer. Et puis on a un surachat ici quand même qui est latent et qui pourrait peser sur la tendance. Disons que c'est pas le surachat qui pèse, mais simplement en zone de surachat, une mauvaise nouvelle aura plus d'impact que si l'on est déjà en survente. Voilà. Hein, c'est simplement que le surachat, s'il y avait une mauvaise nouvelle, amplifierait le mouvement de consolidation parce que tous les bénéfices enregistrés ici par les investisseurs qui sont haussiers, eh bien, tout le monde prendrait ces bénéfices et donc on pourra avoir une grosse chute. Hein, voilà à quoi servent les surachats et surventes. Donc, bon, voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Ici, on peut dire que tant que les 3950 ne sont pas cassés, vous voyez, on a ici un support qui est bien visible ici sur la vue hebdomadaire. Hein, on a une petite ligne ici de tendance, donc tant que les 3950 ne sont pas cassés, eh bien, on peut considérer que la tendance continue. Mais si on cassait ici les 3950, on pourrait revenir ici sur le bas du trend. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Donc je serai absent la semaine prochaine, donc il n'y aura pas d'analyse vidéo du CAC. Donc si on revient plutôt à la vue hebdomadaire pour vous donner des points de repère pour la semaine prochaine, ici au-dessus de 3950, la tendance reste... enfin non, sous 3950, la tendance est baissière. Tant qu'on va casser ici des nouveaux plus hauts, qu'on va vers le haut du trend, on peut rester en tendance haussière, mais entre les deux, entre 4120 et 3950, eh bien, nous nous inscrivons dans une tendance neutre. Hein. Donc pour voir la tendance haussière que je vous décris, il faut repasser en vue journalière. Et donc si on arrive à casser ici cette résistance ici des 4120, eh bien la tendance continuera à être haussière. Attention, si on s'écarte un peu trop de ce support, de ne pas transformer le mouvement en consolidation. Et donc tant que ici 3950 est visible, bah, c'est le point bas que nous avons là. Hein. Vous voyez, c'est un support relativement significatif puisqu'il y a eu plusieurs plus bas marqués sur ce support. En cas de cassure des 3950, ici on pourrait dégringoler bien plus bas. Il faudrait tracer des fibos dans ce cas-là pour avoir des points de repère. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse du CAC 40. Donc j'espère que vous passerez une bonne semaine. Hein. Je serai de retour pas lundi prochain, donc pas le 14 mais le 21 février pour de prochaines analyses. En attendant, ceux qui passent de bonnes vacances, ceux qui vont passer les vacances, passez de bonnes vacances. Et quant à moi, je vous retrouve donc très bientôt pour de prochaines analyses. Bonsoir. Bon, voilà, donc c'était l'analyse moyen terme, donc en graphique journalier et hebdomadaire, du CAC 40 réalisé par Gilles, du site boursicoté.com. Par rapport à une position à la vente sur l'euro-dollar, moins $3 vend en direct, donc on a une accélération haussière qui s'est suivie d'un mouvement de correction qui semblait s'initier. On est actuellement à 1.3487 avec un stop loss à 1.3489, donc à 2 points de notre stop loss. Donc voilà, là on est vraiment à la porte de notre stop loss, une accélération encore d'un pip et on sort, donc ça fera une série de 2 pertes d'affilée. Rien d'inquiétant, je vous rappelle qu'on a entre guillemets droit, donc dans le cadre de la martingale, à 6 pertes d'affilée avant de stopper la martingale et donc d'avoir un risque constant. Donc il n'y a pas de panique pour le moment. Je vais continuer, voilà, on est sorti sur stop loss sur notre dernière position. Je vais continuer à privilégier les prises de position à la vente. J'attends les signaux de retournement et donc de reprise en main du marché par les vendeurs. Donc je prépare ma fenêtre d'ordre avec 0,08 lot pour la prochaine position. On va dézoomer pour voir un peu où on en est. Donc la dynamique de fond reste baissière. On a dépassé les 38.2, on se dirige vers les 50%. Également on a un retour vers le premier support. Là on a une belle bougie baissière qui se dessine. On a eu plusieurs faux signaux, alors là pour le moment ça hésite quand même, hein, c'est pas très franc. On a eu plusieurs faux signaux de ce type, hein. Nos deux dernières positions en fait, étaient sur des signaux de retournement qui n'ont pas abouti. Donc on va suivre et on va continuer à prendre les positions sans trop se prendre la tête. Si on a un dépassement des 61%, là en revanche on pourra considérer que la tendance s'inverse et qu'on est en phase haussière. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, donc privilégier les prises de position à la vente. Alors on va peut-être pouvoir tracer une trendline.
court terme, donc tout de même, qui marque le bas de la tendance haussière court terme, donc du mouvement haussier, voilà, avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. C'est un canal assez fort, voilà, on le voit ici. Comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel, la tendance de fond reste baissière, donc je privilégie les positions à la vente, tout en gardant à l'esprit que tout reste possible sur les marchés. Je n'ai aucune conviction. Enfin, j'ai quand même un avis, je pense qu'il y a plus de probabilité qu'on aille à la baisse si on a une figure de retournement. Mais je garde à l'esprit que les marchés sont chaotiques, c'est pour ça que quoi qu'il arrive, je me protège avec un stop loss clairement placé, donc de 10 points. Alors je vais laisser évoluer les cours. Pour l'instant, les haussiers tiennent toujours en main le marché. Hein, on le voit ici, on est en passe de marquer de nouveaux plus hauts. Alors, il y a Mandarine qui s'en va. Bah écoute, bonne soirée Mandarine, tu vas faire des courses, donc bonne course. Et puis bah, bien joué pour ta journée de trading, 57 pips, c'est pas rien, c'est une très bonne journée. Bah moi je serai là demain et les prochains jours, et notamment demain soir de 18 à 19h, j'anime un webinaire avec Active Trades, j'en parlerai à la fin de l'émission. Vous pouvez également avoir le lien directement vers la file de discussion dédiée à cet événement, en haut à gauche du menu de gauche, donc je vais vous montrer rapidement. Alors quand vous allez sur videobourse.fr, voilà, en haut à gauche, vous voyez, vous avez dans événements webinaire vidéo bourse du 15 février, donc du 15-2. Ce sera donc demain soir de 18 à 19h, relatif aux stratégies de court terme et au plan de menu management pour des stratégies court terme. Donc voilà. Alors pas forcément scalping, ce sera des stratégies court terme en général, donc ça peut être soit très court terme, donc scalping, ou soit simplement court terme, comme je le faisais auparavant, donc des études en 5, 15 ou 30 minutes, donc quand même plutôt de l'intraday. Alors, là on a peut-être une configuration de retournement, donc un éventuel pic qui pourrait se dessiner. On va suivre ça. Alors, les acheteurs ont quand même de la force et tiennent toujours en main le marché. Sur l'euro-dollar, on le voit. Donc, bah, écoutez, moi je prends la position lorsqu'on aura un retour effectif des vendeurs, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Alors pour le moment, on va aller s'écouter d'autres analyses et d'autres commentaires éventuels de nos partenaires ou des choses qui ont été réalisées auparavant. Donc demain sera une journée chargée, comme on l'a vu tout à l'heure. On va regarder cette vidéo qui est réalisée par voilà, qui est réalisée par letradicoteur.com. C'est relative à l'analyse technique, c'est plutôt de la formation, donc ça va être plutôt une vidéo qui va intéresser les débutants. Je vous parlerai également ensuite d'un logiciel intéressant qui permet de détacher les graphiques de la plateforme sur MetaTrader, ce qui est intéressant notamment pour ceux qui ont plusieurs écrans pour trader. Alors je vous tiens au courant si j'ai une prise de position sur le marché, bien sûr en direct. Donc je lance cette vidéo de formation, c'est une vidéo qui est assez longue, donc on ne va pas la regarder en entière, je vous laisserai le lien ensuite. Bonjour, bienvenue sur letradicoteur.com, je suis Christophe Girard, nous sommes le 12 février 2011, je vous propose une deuxième session, apprendre à construire son analyse technique. Il est en effet indispensable avant de rentrer en position à la vente ou à l'achat sur quelque actif que ce soit, de construire une analyse technique qui vous donnera une vision et une compréhension objective du marché. La semaine dernière, j'ai commencé mon analyse avec l'indice DAX 30, qui est l'indice allemand. Contrat futur, mars 2011, nous étions partis d'un graphique en hebdomadaire, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. Nous avions ensuite tracé une résistance sur les plus hauts de 2007 à 8230 points. Nous avions ensuite tracé un support testé ici. Alors ça y est, prise de position à la vente donc sur l'euro-dollar. Alors on va regarder la nature de cette prise de position. Alors par contre je comprends pas pourquoi je suis à 1,60$ alors que je viens de prendre ma position, qu'il n'y a pas eu de variation. Donc apparemment j'ai eu 2 pips de spread, bon ben tant pis pour moi. Alors que normalement j'en ai qu'un, bon. Ok, donc par rapport à ma prise de position, on est donc sur une phase de léger affaiblissement de la part des acheteurs. On voit qu'on a une grosse bougie haussière, une englobante. C'est suivi par une phase d'hésitation avec une sur deux qui était haussière, une sur deux qui était baissière avec peu de volume. On a eu une phase d'accélération baissière qui s'est confirmée, qui ne s'est pas confirmée, puisqu'au final on a eu une clôture sur un doji. Mais on a quand même eu une volonté assez vive de la part des vendeurs de reprendre en main le marché. Ça peut être un bruit de marché, donc j'ai pris un risque en prenant cette position. Par contre, il faut que je passe mes stop loss vite, avant même de l'expliquer. Donc
ça je vais le placer très rapidement. Stop loss à 1.3495, objectif à 1.3475. Voilà, c'est placé. Donc, en général, quand on a une accélération vive, soit c'est un bruit de marché, donc simplement une grosse entrée qui n'est pas significative, soit ça indique une volonté des vendeurs de reprendre en main le marché. On n'a pas de zone de rebond spécialement importante au niveau actuel. On avait une zone de résistance juste en dessous des niveaux, à 1.3486. On est proche du niveau du premier support. Donc on verra ce que ça donne. C'est une position un peu précipitée, mais il m'a semblé judicieux de tenter une sorte de pullback sur ce retour. Donc suite à une accélération baissière, très très court terme, hein. Il y a eu 2 pips, 3 pips de correction, j'ai pris la position à la vente. On verra si ça paye ou non. Comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel, il y aura forcément une phase de correction. On est dans le sens de la dynamique de fond, donc pas de panique. Et on a remboursé le spread, on va laisser courir ça. Donc on a 10 pips à aller chercher pour clôturer cette position de 0,08 lot. On va suivre ça. Donc on reprend la vidéo de formation, donc apprendre à construire une analyse technique sur la paire dollar canadien face au franc suisse, réalisée par le Tradicoteur. On regarde ça. En mars 2009 à 3600 points. Et enfin, nous avions tracé une autre résistance à 7250 points, seuil qui avait été à la fois travaillé comme support sur cette mèche-là en août 2007 et enfin comme résistance en mai 2008. Nous avions souligné que cette droite de résistance était tout à fait essentielle pour nous, car la semaine dernière, qui correspond à cette bougie ici en bleu, eh bien, les cours étaient venus s'échouer juste en deçà de cette résistance à 2250 points. Cette semaine a été encore une forte semaine haussière sur le marché actions. Le goût pour le risque joue toujours à plein. Et comme nous pouvons le voir donc, avec cette bougie-là, qui correspond à la semaine donc, de lundi jusqu'à hier, vendredi 11 février, eh bien, nous avons une belle semaine haussière, puisque nous avons cassé à la hausse notre résistance et que nous sommes venus toucher pratiquement les 7400 points. Voilà, donc eh bien, à la rupture, à la hausse de cette résistance, il fallait en rentrer à l'achat. Je précise, je vais prendre un tout petit peu de recul, que nous ne sommes plus très très loin des derniers plus hauts, donc de 2007, qui sont respectivement à environ 800 points. On peut s'attendre néanmoins, comme la plupart des analystes le disent, et comme je le pense aussi, à un mouvement de consolidation. On peut voir ici que depuis mars 2009, eh bien, nous avons une hausse ininterrompue sur les marchés actions. D'autre part, le RSI, qui est un oscillateur très largement utilisé par les analystes et les traders, eh bien, est dans une zone de surachat, puisqu'il cote actuellement 74,96 et qu'on peut donc s'attendre à une consolidation. Alors pourquoi pas un retour sur ces 7250 points? Nous verrons cela prochainement et je vous invite à aller voir nos analyses sur le tradicoteur.com sur la section indices. Alors aujourd'hui, nous allons quitter les indices et je vais vous proposer l'analyse d'une paire. Une paire donc qui est la paire dollar canadien franc suisse. Je partirai là encore d'un graphique en hebdomadaire, ce qui me permet d'avoir un historique qui correspond à 5 ans et de pouvoir bien identifier les tendances. Alors d'abord, pourquoi s'intéresser à une paire comme celle-ci? Il faut d'abord partir du principe que la plupart des traders tradent sur le Forex, la plupart du temps, uniquement la paire euro-dollar. Un des principes du trading est la diversification du portefeuille. Autrement dit, il est absolument impératif de trader un ensemble de paires or euro-dollar. Je vous propose donc ici le dollar canadien face au franc suisse. Alors, comme on peut le voir ici, j'ai tracé une droite de résistance qui correspond environ à 1,25 ici. Voilà, ce point haut, travaillé en novembre 2007.
Nous avons aussi une droite de support à 0,85 que nous pouvons tracer, voilà, et qui correspond à un point bas de novembre 2008. Donc là, la chute a été tout à fait impressionnante. Nous pourrions matérialiser d'ailleurs cette tendance baissière par une oblique de résistance, voilà, que nous pouvons tracer de cette manière-là. Je vous précise qu'une oblique de résistance ici en rouge doit relier au moins deux points hauts d'une tendance baissière. Ensuite, une fois que ces 0,85 ont été touchés, en novembre 2008, eh bien, nous sommes rentrés, bon an mal an, dans une tendance haussière qui s'est accélérée. À partir de là, pour monter, je vais tracer donc une nouvelle résistance. Je vais respecter la couleur bleue, comme je l'avais indiqué dans mon dernier webinaire, voilà, qui correspond à 1,1150. Voilà. Donc, cette tendance haussière peut se matérialiser par une droite de tendance qui doit au moins toucher deux points bas, donc un ici, un là et un là. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas tellement l'étude des tendances qui va m'intéresser, c'est justement que lorsqu'un marché n'est ni en tendance baissière, ni en tendance haussière, eh bien le marché peut également consolider à plat. On appelle ça un range. Vous avez ici un premier range sur la paire CAD-CHF. Et vous en avez un second ici. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais passer en unité de temps un peu inférieure, en daily, autrement dit, chaque journée de cotation va correspondre à une journée de cotation. Chaque bougie va correspondre donc à une journée de cotation. Là, je vous ramène un petit peu le support. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce graphique? Eh bien, à partir du mois de septembre 2010, on peut voir ici que les cours sont venus s'échouer sur une résistance à 0,99, 0,9920, une première fois, ici le 10 septembre, une seconde le 17 septembre, puis le 25 novembre 2010, enfin le 2 décembre 2010, le 3 décembre 2010, et puis là, eh bien, à partir donc, de début janvier, les cours ont eu du mal à rallier et n'ont pas pu rallier justement les 0,99. Donc nous pouvons ici tracer une droite de résistance qui relie ces 4 points hauts. D'autre part, nous pouvons également tracer une droite de support qui se situe ici avec un point bas qui correspond au 20 octobre, un second pratiquement sur les 0,9330, 0,9350 du 22 décembre et enfin du 30 décembre et le dernier du 31 janvier 2011. Donc cette droite de support vient relier 3 ou 4 points bas. Donc on peut considérer que depuis le mois d'août 2010, eh bien, la paire dollar canadien versus franc suisse évolue à plat entre une résistance à 0,99, 0,9920 et un support à 0,9350, 0,9330, matérialisé par ces deux lignes. Quelle stratégie peut-on adopter lorsque une paire, un actif, une devise, une matière première évolue dans une consolidation à plat de ce type? Eh bien, la stratégie est assez simple. D'abord, nous allons vendre la résistance. Imaginons que nous soyons le 17 septembre 2010. Nous avons déjà touché une première fois cette résistance. On voit d'ailleurs à la longueur de la mèche ici du 10 septembre 2010 que la bataille entre les acheteurs et les vendeurs a été très très rude et que les vendeurs ont pris l'ascendant sur les acheteurs et qu'ils les ont renvoyés dans les cornes dans les 3 séances qui ont suivi. Les acheteurs sont revenus à la charge avec beaucoup de virulence, mais une nouvelle fois, on le voit, sur cette zone des 0,99, 0,9920, eh bien les vendeurs ont repris la main. Donc, on imagine qu'on rentre à la vente sur ces 0,99. Nous allons placer un stop au-dessus des deux mèches, à 0,9970 par exemple, afin de protéger notre position. Je répète,
qu'un stop loss, un stop de protection, est absolument indispensable dans le trading. Puis, nous allons anticiper une baisse des cours. Ce qui s'est passé là, tout au long de ces séances. Donc, comme on peut le voir, une fois que la position, au bout de plusieurs jours, est descendue et donc nous a rapporté un certain nombre de pips, on va ramener son stop loss sur son niveau d'entrée de manière à courir un risque zéro et ensuite, surtout, à laisser courir sa position. Ce qui est tout à fait essentiel dans le trading, où nous avons souvent tendance à prendre notre profit un peu trop tôt. Là, l'idée, c'est au contraire donc, de protéger notre position, de ramener le stop sur le break-even, ou sur le niveau d'entrée, et ensuite de laisser courir sa position. Alors, là, nous n'avions pas tout à fait de repère encore, imaginons que nous soyons rentrés là. Nous sommes venus toucher les 0,93. Alors, la stratégie qui peut se mettre en place, c'est après avoir vendu la résistance, donc de sortir de position, et ensuite d'acheter le support. Acheter les 0,9330 avec un stop loss, légèrement en deçà des plus bas à 0,93 ou 0,9280 par exemple. Et là, nous appliquons la même stratégie. Le cours rebondit, les acheteurs reprennent très nettement la main sur toutes ces séances, comme on peut le voir avec ces belles bougies bleues. Les vendeurs ne se laissent pas faire, renvoient un peu les cours à la baisse, mais néanmoins, les acheteurs reprennent la main jusqu'à cette zone fatidique des 0,99, où là, nous allons vendre la résistance une nouvelle fois. Donc, le trading orange est un trading finalement assez confortable dans la mesure où nous avons des résistances et des supports tout à fait identifiés, où nous savons où nous avons placé nos stop loss, donc toujours au-dessus des plus hauts, en daily, je répète, c'est important d'avoir du recul sur ce type de stratégie. Là, nous avons quand même un range tout à fait important, qui correspond à 550 pips, donc on peut imaginer que faire 2 ou 3 allers-retours, parce que bien entendu, on ne va pas pouvoir à chaque fois gagner à tous les coups, 2 ou 3 allers-retours nous permettraient quand même d'engranger plusieurs centaines de pips et donc de faire des trades tout à fait profitables. Voilà, alors c'est pas fini, mais on va avoir le temps de... Alors, sur les graphiques. Comment je fais pour avoir le lien? Ok. Je vous laisse le lien pour ceux qui s'intéressent sur le chat pour voir la vidéo en entier. C'est une bonne vidéo, franchement très intéressante. Hebdomadaire. Je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit, d'ailleurs mon approche est assez différente. Mais c'est intéressant d'avoir des points de vue différents, etc. Comme toujours, il ne faut pas se focaliser sur un point, il ne faut pas avoir trop de conviction. Et c'est important de s'ouvrir et d'écouter les autres, notamment en trading. Alors, 2 petites secondes. Niki. Oui, ça permet de prendre du recul. Alors, comme je le dis souvent, on peut regarder des tonnes d'analyses. Hein. On peut avoir des avis de beaucoup de personnes, etc. Mais il faut jamais... on peut avoir des formations de plusieurs écoles, de différents types de traders. On peut avoir des traders qui affirment tout et son contraire. Donc il ne faut pas oublier de faire une synthèse, d'avoir ses propres convictions. Et lorsque l'on appuie sur le bouton, ne pas oublier que c'est son propre argent et qu'on est seul face au marché. Toujours rester humble au marché, ça je pense que c'est une des règles que à peu près tout le monde, dont tout le monde vous parlera. Avoir un money management rigoureux, ça aussi je pense que c'est important et que ça revient chez la plupart des traders, professionnels notamment, qui ont des bons résultats sur le long terme. Après le reste, pour moi ça reste quand même de la subjectivité. Par exemple quand on dit diversifier son risque, etc. Pourquoi pas, ça peut être une très bonne approche, etc. Mais c'est pas forcément obligatoire. Moi, par exemple avec mon approche pour le moment je diversifie pas. On verra si ça paye sur le long terme, j'ai encore rien prouvé donc je peux pas me permettre d'affirmer. Mais ça me semble pas indispensable en tout cas. Voilà ce que je pouvais indiquer. Donc on va reprendre nos graphiques, voir un peu où on en est par rapport à notre position sur l'euro-dollar. Alors ça se passe plutôt pas mal, même si on n'a pas atteint notre take profit, on a bien la zone de retournement qui se dessine, avec une zone de résistance horizontale qui semble se dessiner à 1.3488, et donc une reprise en main du marché par les vendeurs. En tout cas on a 2,40$ de gain en cours. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles? Donc ça c'était bon. Ok. On avait Yoda, voilà, alors qu'est-ce qu'il nous disait? Non, ça y est, je fais le nécessaire, ok.
Alors, il y a Yoda qui nous parlait des stats. Qui a des bonnes stats apparemment pour les derniers jours. Je teste en réel avec Capital, d'accord. Et donc, pas de souci, à la prochaine. Voilà, alors, il y avait plusieurs personnes qui souhaitaient participer à l'émission, mais là c'est difficile de les avoir en direct, vraiment. Alors 3,20$ de gain pour notre position en cours. On a 1.3479 avec un objectif à 1.3475, même 1.3478. Donc à 3 pips désormais de notre objectif. Tout à l'heure on a frôlé, hein, on est passé à 1 pip, 2 pips de notre objectif. Donc là on laisse courir, mais c'est plutôt pas mal engagé. Alors attention cependant, on va avoir le support oblique haussier qu'on va aller chercher. On sera dans la zone, dans la vague formée par les moyennes mobiles exponentielles. Mais ça semble quand même plutôt pas mal engagé. Donc on va suivre ça. Alors des réactions sur Skype. Est-ce qu'on a des personnes qui veulent participer à l'émission? Je vais devoir décoller pour les stats, je te les enverrai plus tard. Ok. Voilà, donc Yoda ne participera pas à l'émission. On l'avait eu Yoda, c'était vendredi je crois lors de l'émission. C'était assez intéressant et donc des résultats plutôt encourageants pour le début, même s'il a fait des erreurs. Il y a quand même du bon, du positif dans ce qu'il fait. Pour le moment c'est négatif, donc il perd de l'argent, mais c'est son premier compte réel, donc faut pas oublier que 80% des traders particuliers perdent de l'argent. Alors là on approche vraiment de notre point de sortie. Hein, on est à 1 pip carrément. D'ailleurs pendant un moment on l'a touché. Hein, on était à 8$ de profit, donc 8$ ça correspond à 10 pips avec une position à 0,08 lot. On n'a pas eu le temps d'être exécuté. Ceci dit, il y a l'air d'avoir de la nervosité, donc on pourrait chercher notre objectif, mais ne pas s'enflammer. Voilà, on a des acheteurs qui reviennent, on est sur un doji, donc de la nervosité, mais pas de camp choisi. Et vu qu'il y a de la nervosité, ça peut exploser dans un sens comme dans l'autre, donc ça peut aussi bien jouer pour nous que contre nous. Donc on est, allez, encore un petit pip et on sort de notre position. Non, ça revient, donc 2 pips désormais. Alors, ça y est, cette fois on a exécuté. Donc prise de profit sur l'euro-dollar et une nouvelle série de clôturée. Donc la prochaine position sera de 0,0 $. On retourne à notre taille de position initiale. Alors, je vais reprendre une position à la vente directement pour parler sur une poursuite du mouvement baissier. Entrée à la vente à 1.3474, notre stop loss sera placé à 1.3484 pour un objectif à 1.3464. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on a bien cerné le début du rebond et je pense que le mouvement peut se poursuivre. Donc on vient de casser à la baisse le support oblique dont je vous parlais juste avant. Certes on est dans la zone des moyennes mobiles exponentielles, donc des rebonds peuvent être observés. Alors je suis au boulot, ça va être dur, mais la prochaine fois, ok. Donc on n'aura pas d'autres traders pour partager le micro et l'antenne avec moi pour cette émission, sans doute lors d'une prochaine occasion. Si vous voulez participer à l'émission et que vous avez Skype, participer en audio, n'hésitez pas, même si vous êtes trader débutant, c'est toujours très intéressant d'être plusieurs à animer l'émission. Ça donne du débat, ça donne des différences de point de vue, on peut poser des questions, etc. Alors là je vais faire un point sur ce qu'il dit sur le chat. Étant donné que la position est en cours, on va simplement regarder avant ça l'historique, donc voir combien de positions on a clôturé pour la journée. Alors la journée donc du 14, on a commencé voilà ici, donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séries clôturées, donc 0,8% pour la journée pour le moment, ce qui est très bon avec un drawdown assez faible. On n'a pas vraiment été inquiété, hein. On a eu 2 pertes maximum d'affilée. Je vous rappelle que la semaine dernière, on est monté jusqu'à 7 pertes d'affilée, ce qui est beaucoup. Et ce qui arrivera, et donc ce qui veut dire qu'il faut quand même s'appliquer au niveau des points d'entrée, que le money management ne fait pas tout. Et donc pour le moment, la semaine commence plutôt pas mal. On verra ce que ça donne par la suite. Alors, les réactions sur le chat, on va laisser courir et on va laisser notre graphique de toute façon. Sur le chat, donc, je travaille 5 minutes, ça on avait vu. Tamartinga, c'est bien, d'où tu as raison Mandarine, le M1 c'est trop court, j'essaie de faire la même chose, ok, bon je m'en vais. Alors il y a Commu qui nous argente tout à l'heure, alors salut Commu, c'est toujours agréable de te revoir, hein. Commu c'est un membre que j'ai rencontré en réel lors d'un salon du trading, c'est un membre régulier qui vient depuis plusieurs années maintenant sur le site, c'est très sympa d'avoir et important je pense pour la crédibilité du site, du projet, et puis ça souligne le sérieux sur le long terme de ce projet qui est videobourse.fr. Donc d'avoir des membres de qualité, Commu qui est quand même un bon trader, qui reviennent régulièrement. Alors justement Commu, est-ce que tu peux nous en dire où tu en es toi par rapport au trading?
Est-ce que tu es en réel actuellement? Est-ce que tu es en démo? Qu'est-ce que tu as testé au cours des dernières semaines? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Mandarine nous dit, ouais ça on a vu, je m'en vais. Au revoir Mandarine, disait Dude. Il y a des nouvelles du trader suisse qui doit faire l'émission. Alors pas pour le moment Dude. Là on approche de mi-février, donc je vais lui renvoyer un MP dès la fin de l'émission. Et je te tiendrai au courant. Yoda by Gecko nous dit tout à l'heure un bénéfice de 40 pips en long. Alors Yoda, tu étais rentré sur quoi? Sur l'euro-dollar pour ce profit de 40 pips. Donc tu étais rentré, je suppose, en début d'après-midi. Donc au niveau des plus bas, qui avait été marqué précisément à, pas en début d'après-midi, en milieu d'après-midi à 15h30, avec l'ouverture des marchés US, qui a amené une accélération haussière de l'euro, donc plutôt une ouverture positive, même si on avait vu dans un premier temps c'était plutôt négatif. On va jeter un coup d'œil où on en est. Alors déjà le CAC, on est sur une journée clairement baissière hein, désormais, donc c'est étrange que l'euro ait progressé, mais pourquoi pas. En tout cas il y avoir des raisons fondamentales à ça. Le Dow Jones lui aussi ici en 5 minutes, et si on regarde en journalier, prend une direction, alors on va zoomer, plutôt baissière. Voilà, on le voit ici, même si c'est pas super franc. Le CAC 40 lui commence à quand même corriger, son termination on aura une englobante aussi, alors pas une englobante de toute la partie de la précédente bougie, mais une englobante du corps précédent, ce qui est bien sûr pas un signal majeur, mais ce qui indique une petite force baissière et une tentative de reprise en main du marché par les baissiers. Gilles, lui, parlait d'une éventuelle zone de surachat et qu'on approchait du haut du canal haussier. Là, en tout cas, on a peut-être une amorce de zone de rebond, en tout cas un manque de force de la part des acheteurs. Voilà ce que l'on peut dire pour le moment. C'est trop tôt pour parler de rebond, mais on peut parler de manque de force de la part des acheteurs. Alors sur notre graphique sur l'euro-dollar, le mouvement baissier semble se poursuivre. On laisse courir ça, pas grand chose de plus à ajouter. Oui, donc c'était l'achat sur l'euro-dollar. Et ce matin, tu as tradé un peu Yoda ou pas du tout? Alors Dude nous dit merci, pas de soucis Dude. C'est à peu près tout ce que j'ai indiqué. Donc moi je laisse courir ma position sur l'euro-dollar dans le sens de la dynamique de fond du jour. Alors un petit coup d'œil en journalier. On a dû bien retracer, voilà, on avait quand même bien retracé le mouvement baissier. Là on repart légèrement à la baisse. Enfin quand même pas mal maintenant, on verra ce que ça donne. Alors on va aller voir du côté des analyses des partenaires. Alors on peut se regarder la fin de la vidéo de formation qui est réalisée donc par letradicoteur.com. On regarde ça, il y en a encore pour 5 minutes et ensuite on reprend nos graphiques. On regarde ça tout de suite et je vous alerte si jamais on sort de notre position, que ce soit en gain ou en perte, s'il y a des gros mouvements, bref, s'il y a du nouveau. Allez, à tout de suite. Voilà, les oranges que nous avons identifiées tout à l'heure. Je remets donc les valeurs un petit peu mieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types de ranges. D'abord, nous avons ce que l'on appelle des ranges d'accumulation. Alors, nous avons en fait, sur le cours de l'art canadien franc-suisse, eu déjà cette même zone travaillée, donc comme on peut le voir ici. Alors, ça se passe très vite. Grosse accélération baissière sur l'euro-dollar, ce qui nous amène à toucher de nouveau notre stop loss, notre take profit, pardon. Et donc, je reprends immédiatement une position à la vente pour essayer de... Là, je suis rentré un peu en retard. C'est dommage. Bref, c'est la vie. Alors, 2 petites secondes, je place le stop loss et le take profit. On est rentré à la vente à 1.3463. Je mets mon stop loss à 73 et mon objectif à 53. Voilà, donc belle accélération baissière. Alors, ce qui est pas cool, c'est qu'on voit un gap ici. Alors que concrètement, il ne devrait pas y avoir de gap étant donné que on est en pleine journée, il doit y avoir beaucoup de volatilité, etc. Donc ce qui veut dire que c'est une erreur de cotation de la part de mon broker. En tout cas, si c'est pas une erreur, c'est une plateforme qui freeze, donc c'est pas excellent, mais bon, c'est comme ça. Prise de position à la vente immédiatement. Alors, comme on dit, il ne faut pas surtrader un mouvement. Ceci dit, là, on est dans une approche assez particulière avec le système de la martingale, dans lequel je peux me permettre justement de prendre pas mal de positions dans le même sens, puisque je peux me permettre d'avoir une perte sans que ça ait de grosses conséquences. Donc pour le moment, je continue à profiter du mouvement. Il m'a déjà donné 2 trades gagnants. On peut penser que le mouvement se poursuit. Donc je me contente de rester humble face au marché et d'être un suiveur. On franchit à la baisse les moyennes mobiles exponentielles. On a une dynamique de fond qui est baissière. Je n'ai pas de signal de retournement. On a un grand engouement baissier à court terme. Je prends une position à la vente. Je suis rentré un peu en retard. J'aurais pu rentrer 2 pips plus haut. Ça c'est le trading, c'est comme ça, c'est l'exécution. Donc je laisse courir ma position et on va voir ce que ça donne. Alors du coup, en profit net sur la journée, depuis le début du compte, on a un profit qui s'élève à 111,48 $. Donc ce qui est pas mal en une semaine et un jour de trading. Alors prise de position à l'avance sur l'euro-dollar,
je vous alerte quand il y a du nouveau. On continue à regarder la vidéo donc, de formation réalisée par le tradicoteur.com. À partir donc, de avril 2009 jusqu'au mois de janvier 2010, nous avons donc déjà cette zone de range. Et ce qui est intéressant, c'est que là, nous sommes dans une tendance haussière. Le cours s'est en quelque sorte stabilisé. Les acheteurs ont repris leur souffle et ont repris la main. Et la tendance haussière a continué donc jusqu'au mois de juin 2010 où nous avons atteint un plus haut à 1154-1155 avant que les cours ne repartent à la baisse. Donc nous appelons ce type de range en trading des ranges d'accumulation, c'est-à-dire que les acheteurs reprennent leur souffle et puis repartent à l'assaut des sommets. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui cette paire est également en range et toute la question est de savoir si cette paire va également être un range d'accumulation. Autrement dit, comme nous le voyons sur ces deux belles bougies en hebdomadaire, donc nous avons eu 2 semaines consécutives de hausse, nous sommes tout près du support, donc par rapport à la première stratégie évoquée dans cette analyse, eh bien, il conviendrait ici de vendre la résistance, de vendre les 0,99, peut-être même un tout petit peu plus bas, les 0,9880 peut-être, avec un stop au-dessus de la résistance, les 0,9920, et puis d'envisager un éventuel retour sur les 0,9330. Voilà. Alors effectivement, nous pourrions avoir en toute probabilité ce scénario-là, et donc si ce range est un range d'accumulation, avoir à un moment ou à un autre un retour dans la tendance baissière et donc une sortie par le bas. Donc nous serons tout à fait attentifs à un éventuel breakout, une cassure à la baisse de ces 0,9330 qui nous donnerait un signal de vente tout à fait important que nous serions à même d'exploiter dans la mesure où nous l'avons parfaitement identifié toutes ces dernières semaines. Nous voyons ici que ces 0,9330, 0,93 ont été vraiment travaillés à de très nombreuses reprises dans l'historique de ce cours. Alors ensuite, eh bien, dans un prochain webinaire, nous apprendrons peut-être à fixer un objectif à cette sortie de range. On pourrait envisager un retour par exemple sur les 0,89 qui correspondrait à un objectif assez réaliste sur la paire et éventuellement un retour sur les plus bas. Mais bon, nous n'en sommes toujours pas là. Voilà, donc un range d'accumulation qui viendrait continuer la tendance baissière. Mais il y a également une deuxième possibilité, c'est que ce range ici marque la fin de la tendance baissière initiée à partir du mois de juin 2010. Voilà. Autrement dit, nous aurions à terme une sortie par le haut de ce range. Autrement dit, une rupture des 0,99, allez, 50, il faut être un petit peu large, 60 même, 0,99, 60, et puis qui nous ramènera donc dans une tendance haussière. Voilà. Alors, ce type de range s'appellerait alors un range de distribution. Et ce range marquerait un retournement de tendance. Alors, pour ce faire, je vais utiliser un oscillateur qui s'appelle le RSI, une fois de plus. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici le plus bas de notre range, donc du mois d'octobre. Donc nous avons un plus bas sur le RSI, à ce niveau-là. Nous avons un second plus bas le 26 décembre 2010, qui est ici sur le RSI. Et enfin, un autre plus bas du 30 janvier, ici sur le RSI. Là, les plus bas sont absolument sur cette ligne, sur ce support horizontal. Alors que sur le RSI, eh bien, vous pouvez noter que nous pouvons tracer une droite de tendance haussière et que nous avons une divergence haussière qui est en train de se faire par rapport à l'horizontalité du support des 0,9330. Ce qui plaiderait pour le fait que les acheteurs seraient progressivement en train de reprendre la main et peut-être d'accumuler suffisamment d'énergie, suffisamment de puissance, de conviction pour peut-être casser cette zone des 0,9920, 0,9950 et d'opérer éventuellement un retournement de tendance. Voilà. Alors bien sûr, tout ça, ce scénario-là n'est qu'une probabilité, mais nous suivrons avec grande attention cette éventuelle cassure à la hausse. Voilà. Donc pour récapituler, trader en range, c'est vendre la résistance, acheter le support, avec des stops au-dessus des supports ou au-dessous
au-dessus des résistances ou au-dessous des supports. En cas de cassure à la hausse ou de cassure à la baisse, eh bien, vous rentrez à l'achat ou vous rentrez à la vente avec des stops au-dessus du support, de l'ancien support devenu résistance, ou un stop au-dessous de la résistance devenue support. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain webinaire sur apprendre à construire une analyse technique. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous invite à parcourir notre forum letradicoteur.com où chaque semaine eh bien, nous postons nos analyses, nous postons également nos idées de trade, François et moi. Voilà, donc je vous souhaite un très très bon week-end. Au revoir. Voilà, donc cette vidéo de formation avait été réalisée vendredi. Par rapport à notre position à la vente sur l'euro-dollar, alors un petit mot, déjà il y a eu un problème de réactivité, dans le sens où j'ai ouvert ma fenêtre d'ordre, ça a pris quelques secondes, on aurait eu une entrée 3 pips plus haut. Moi, en l'occurrence, ça n'aurait rien changé, mais c'est important d'être très réactif et d'avoir une très bonne organisation quand on est sur les trading très court terme. Là, du coup, comme j'ai eu un manque de réactivité au niveau de l'ouverture de ma fenêtre d'ordre, j'ai redémarré la plateforme. Désormais, je la laisse toujours ouverte, donc prêt, si jamais j'atteins mon stop loss ou mon objectif, à reprendre une position. Alors, en l'occurrence, ce sera plutôt le stop loss qui sera atteint, a priori, puisque les acheteurs reprennent en main le marché. Pas de souci, donc on prendra une prochaine position, certainement de 0,4 lots. Il ne faut pas vendre la pot avant de l'avoir tué, il nous reste encore 3 pips à aller chercher pour atteindre notre stop loss. On va laisser courir. Alors, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'on a comme constat à faire? On a accéléré à la baisse, on a cassé les 38.2, on a cassé notre support oblique haussier, on a cassé les moyennes mobiles exponentielles, on a rallié les 23,6%, sur lequel on a pris appui pour rebondir pour le moment. La dynamique de fond reste baissière sur la journée, on est bien en dessous du point pivot du jour et on est plus proche, on est en dessous du S1 et on se dirige vers le second support. Donc là on est toujours en position, les vendeurs peuvent reprendre en main le marché. Si on doit atteindre notre stop loss, je pense que je jouerai un pullback sur l'ancienne zone de support oblique ou sur les 38.2, donc une reprise de position à la vente éventuelle. Mais bon, tout reste possible, on revient au niveau de notre point d'entrée, donc encore une fois, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc on laisse courir ça pour le moment, j'ai simplement ma fenêtre d'ordre ouverte, si jamais on atteint notre stop loss et take profit, pour être réactif. Il y a des nouvelles du trader suisse, alors ça j'avais vu, ok, donc ça pas de problème, Doud me dit merci. Donc pas de réaction sur le chat. Alors, est-ce que vous avez des positions en cours? Je vois qu'on est 10 connectés sur le chat. Ce serait intéressant d'échanger nos idées, nos prises de position, que ce soit sur le marché action, sur le marché d'échange, donc le Forex que j'ai l'habitude de trader, ou bien sur d'autres places. N'hésitez pas à donner. Si vous avez une position sur l'euro-dollar, c'est encore plus intéressant, puisque lors de l'émission, nous tradons uniquement l'euro-dollar. Donc ça peut être intéressant de faire un comparatif, etc. D'échanger, etc. Alors, d'où nous dit ta stratégie, tu ne pourrais pas l'automatiser. Alors, si, je pourrais tout à fait l'automatiser. Alors, 2 petites secondes. Alors, Doud, pour te répondre, si, je pourrais l'automatiser. Alors, pas vraiment en fait. Je pourrais pas vraiment l'automatiser entièrement. Disons que je pourrais automatiser le money management et je pourrais avoir une approche assez intéressante, je pense, de manière automatique. Après, automatiser entièrement, je sais pas, parce que je regarde vraiment au cas par cas. C'est-à-dire quand on a une journée très volatile, je vais pas prendre les mêmes positions quand on a une journée en range ou une journée avec où on a certaines banques centrales qui sont en vacances, peu de traders sur le marché, où on n'a pas du tout de volatilité, donc je vais pas du tout interpréter les signaux de la même manière. Donc ça, c'est possible de l'automatiser, mais c'est déjà plus compliqué. Je vais également tenir compte des événements fondamentaux majeurs. Ça, un robot, je pense, ne peut pas le faire. En tout cas, c'est très très compliqué, je serais incapable de le faire. Donc toutes ces différences d'interprétation, je ne pourrais pas les automatiser. En revanche, je pense que je pourrais trouver un système tout à fait pertinent et intéressant qui prendra les positions avec stop loss et objectif à 10 pips, avec une martingale jusqu'à cette position perdante d'affilée. Alors, le problème, c'est que chez Forex Place, la condition pour avoir le compte avec un pip de spread, c'est de ne pas prendre Ils ont désactivé les robots, en fait. Alors, pourquoi? Je suppose que c'est à cause des robots scalpers, justement, qui profitent des différences entre les différents brokers pour générer des petits gains, mais très réguliers et très très souvent, ce qui fait perdre énormément d'argent aux brokers qui n'ont absolument pas le temps de se couvrir, puisqu'on a affaire à des market makers. Moi, c'est pas mon cas, mais n'empêche qu'ils ont interdit l'utilisation des robots sur tous les comptes à un pip de spread. Moi, vu que un pip de spread c'est indispensable pour mon approche, pour le moment je peux pas trader avec un robot. Et si je pouvais, eh j'appliquerais une stratégie, je sais pas, basée sur le suivi de tendance, etc. Avec ce money management. Par contre, je stopperais une fois qu'on aurait 6 pertes d'affilée. Ah oui, pardon, c'est pas 7 pertes d'affilée, c'est 6 pertes d'affilée. Je stopperais une fois qu'on a 6 pertes d'affilée. Et donc, le robot se couperait. Et donc, ensuite, je devrais prendre des positions manuelles
donc toujours avec une taille de lot identique. Pourquoi? Simplement pour pas que la machine s'emballe, pour pas qu'on applique trop longtemps une stratégie qui ne marche pas, et pour que je puisse avoir justement cet aspect humain d'analyse des marchés et de compréhension de ce qui se passe, qui pour le moment en tout cas me semble assez difficile à indiquer à un robot. Voilà pour te répondre précisément, Dude. Mais oui, je pourrais tout à fait automatiser, sinon... pas précisément, mais l'idée, oui, je pourrais l'automatiser. Alors, on a remboursé le spread, donc on est sur notre point d'équilibre. Comme quoi, il ne faut pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. On va regarder une autre analyse de nos partenaires. On laisse courir notre position sur l'euro-dollar. Alors, ça va être notre dernière position. Ça fait un bon moment qu'on a commencé l'émission désormais. Ça fait 1h40. Donc, je vais terminer sur ce trade et ensuite on se laissera. On se quittera là-dessus. Ça, on vient de voir cette analyse. On va aller voir s'il y a eu d'autres choses intéressantes de publier. Alors, on a l'analyse technique du Forex justement pour cette semaine réalisée par Gilles du site boursercoté.com. Alors, toujours la même chose, je vous alerte s'il y a du nouveau. Actuellement, on perd 60 centimes, on est donc à moins 3 pips par rapport à notre point d'entrée. Tout reste possible, donc on laisse couvrir notre position à la vente sur l'euro-dollar à très court terme. On écoute l'analyse du marché d'échange réalisée par Gilles. Le temps que ça charge, voilà. Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du vendredi 11 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc sur l'euro-dollar, nous sommes en train ici de confirmer la tendance baissière dans laquelle nous sommes mis depuis ici la sortie de la tendance haussière donc de l'euro-dollar, puisque nous n'arrivons pas à marquer des plus hauts ici précédents que le précédent. Plus haut que le précédent plus haut, et nous venons confirmer le fait que le plus bas ici vient s'inscrire plus bas que le précédent plus bas, et donc que l'ancien précédent aussi. Donc nous sommes toujours dans cette phase de consolidation. Par rapport au retracement de Fibonacci, on arrive ici sur les 38,2 qui correspond en général à une zone de retracement qui peut provoquer des rebonds et donc confirmer la tendance, mais pour l'instant toujours ce mouvement de consolidation ici. Nous sommes en train de casser ici le support des 1,35, donc c'est en cours, certainement pour aller rejoindre ici le support des Fibonacci qui se trouve à 1,3483. Si on se rapproche, on constate bien ici les deux précédents plus hauts et les plus bas ici qui sont descendants, même si pour l'instant il n'est pas beaucoup plus bas, on voit bien qu'il a déjà cassé ici ce précédent plus bas. Alors cette cassure a provoqué un signal de trade, puisque j'anticipais une cassure des 1,35 pour aller rejoindre les 1,3450 ici. Alors pour l'instant la cassure est en cours, on l'a cassé de 3 pips. Alors bon, c'est vraiment le genre de choses, la pire des choses qui puisse arriver en trading, c'est-à-dire qu'on ait une cassure et puis que finalement on se retrouve avec une fausse cassure, à savoir que ici, alors quand je mets à adapter sur les... Je me permets de tirer une parenthèse. Quand je me permets de mettre à adapter aux conditions de la séance, il est bien évident ici que sur une telle baisse, là je suis passé en unité de temps 5 minutes, lorsqu'on voit ici une survente marquée, bon, malgré un RSI ici qui n'est pas encore en totale survente, et que l'on a ici un MACD qui est très bas, puisque si on écarte la vue, voilà, on peut remarquer que au niveau des histogrammes, quand le MACD ici est aussi bas, on a de grosses chances d'avoir des retournements. Bon ben là, ça n'a pas failli à la règle, on a une amplitude ici énorme au niveau du MACD, au niveau des histogrammes, donc jouer une cassure dans de telles conditions est très risqué. Alors mes analyses sont écrites le soir, c'est difficile à prévoir de se dire, tiens, quand on arrivera dans telle zone, on sera à telle zone de surachat, etc. Il est évident que, bon, alors, sauf pour ceux qui font du trading systématique, il est bien évident que dans de telles conditions, il est beaucoup plus risqué de prendre des signaux de trading, notamment les signaux qui sont donnés de cassure de support et résistance. Bon, malgré tout, on ne cherche pas des excuses. Le stop aussi, la largeur du stop est là pour parer à ça. Pour l'instant, il n'a pas été touché, mais il est clair que là, pour l'instant, ce trade est mal engagé. Dans de telles conditions, si vous avez la chance d'être devant votre écran, il vaut mieux attendre ici que la configuration des indicateurs soit un peu plus favorable pour jouer une cassure à la baisse. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc au niveau de l'euro-dollar, pour l'instant, on confirme le mouvement de consolidation dans lequel nous sommes maintenant depuis quelques temps. Pour le câble, nous avons eu hier une tentative de sortie ici de la zone de consolidation, mais qui n'a pas
qui n'a pas été jusqu'au bout, hein, puisque nous avons réintégré ici la zone de consolidation. Donc nous repartons ici dans cette espèce de trend. Au début on pensait à un... Alors c'est pas un biseau, hein, ici c'est l'ancienne résistance qui continue à être tracée. Ici on est dans un espèce de trend de baissier qui commence à ressembler à un trend de consolidation, hein, puisque quand on voit ici, on est venu consolider une première fois, hop, on a été toucher l'objectif haussier, hein. Je rappelle qu'ici on avait touché un objectif des 161,8, extension du retracement de Fibonacci ici de la zone de consolidation, et puis bah là, maintenant que l'objectif haussier est passé, on se remet à consolider. Donc si on se permet, si on trace un Fibo de la tendance directe, hein, toujours la tendance directe, on peut remarquer ici par contre que les 61,8 sont cassés. Ça c'est très important, ça veut dire que si les 61,8 sont cassés, ça veut dire qu'on a maintenant une grande probabilité de revenir ici sur la base de la tendance, à savoir donc les 1,5824, puisque là nous sommes en train de casser le 61,8, donc attention, nous avons encore une zone technique ici qui est l'ancienne résistance qui pourrait se transformer en support. Dans ce cas-là, on confirmerait à la hausse. Les Fibonacci ne sont pas une science exacte, ça leur arrive aussi de s'invalider. Et dans ce cas-là, on pourrait rebondir pour aller retaper ici les 1,6278. Mais pour l'instant, le scénario ici, c'est un retour sur les 1,5824. Voilà donc où est-ce qu'on en est au niveau du dollar-yen. Alors, nous avons une cassure ici, vous voyez ici, on est revenu s'appuyer en tant que support, et puis bon, bah là maintenant on a une montée très dynamique, hein, puisqu'on a cassé ici le plus haut que nous avions eu là, et nous avons même cassé le précédent plus haut, enfin c'est en train de se faire, puisque les 83,50 sont en train d'être cassés, donc là, toujours pareil, hein, très difficile de prendre position ici dans une telle dynamique haussière. Je préconise personnellement une consolidation avant de repartir à la hausse. Vous voyez ici encore une belle amplitude du MACD. On n'a pas consolidé, mais bon, on a stoppé pour l'instant la dynamique haussière. Donc on peut attendre ici une consolidation pour essayer de se placer idéalement aux alentours des 50% pour profiter d'une continuité de la tendance haussière. Au niveau du dollar australien. Dollar australien, nous avons eu une cassure ici, une cassure de trend, on était venu en support, on commençait à marquer le nouveau plus haut, et puis là on invalide puisque nous venons ici réintégrer une espèce de zone de neutralité que je vous avais décrit au moment où on y était. D'ailleurs j'avais préconisé à l'époque des allers-retours intra-range. Alors là pour l'instant on est revenu à l'intérieur, on essaye de recasser, mais a priori c'était plus dû à l'effet ici de la survente marquée que nous avions sur les indicateurs que vraiment une conviction haussière, hein. Donc ça ressemble plus à un mouvement technique, hein, un rebond dans une tendance haussière, mais a priori nous sommes bien partis pour réintégrer ce range donc au niveau du dollar australien. On termine par l'euro-yen, et l'euro-yen donc suite à la cassure ici de cette résistance baissière, eh bien nous ne confirmons pas donc la reprise de tendance puisque les 114 points ne sont toujours pas franchis à la hausse. Donc ici, pourquoi pas revenir ici sur un Fibo ou voir ici sur une résistance baissière. Ça serait mauvais signe car on aurait des risques de passer ici sous ce précédent plus bas. Donc pourquoi pas reprendre ici un support sur les 112,32 pour repartir à la hausse. Là il faut vraiment attendre une confirmation ici d'une cassure des 114 points. Une confirmation à la baisse par contre de la cassure ici nous indiquerait une tendance qui aurait du mal à reprendre, et donc ça serait beaucoup moins clair pour la suite. Voilà ce que l'on peut dire donc pour ces analyses du marché Forex. Donc je serai absent donc toute la semaine prochaine, donc prochaine analyse le 21 février, hein, le lundi, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. En attendant, pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de bien en profiter, et puis quant aux autres, je vous souhaite une bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous donc dès lundi 21 pour de prochaines analyses vidéo du marché Forex. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà donc l'analyse technique de Gilles du site boursicoté.com. Alors, un petit point sur le chat, ensuite je vais vous laisser, j'en ai encore pour 5 minutes. Alors, par rapport au trade en cours, on est perdant pour le moment. Les acheteurs redonnent de la voix. On est à mi-chemin entre le stop loss et le point d'entrée. Rien spécialement inquiétant, mais plutôt négatif donc pour le moment. Alors, un petit point sur ce qu'il dit sur le chat. Il y a des nouvelles, ça on avait vu. Ok. Bonjour tout le monde. Alors, salut Phil974 qui vient de nous rejoindre. Alors,
Bienvenue à toi. Si tu as des positions en cours, n'hésite pas à nous les préciser, Phil. Et si tu as un avis, là on est en position à la vente à très court terme sur l'euro-dollar. Sur ce dernier, n'hésite pas à l'indiquer. The Corporation dit salut à tous. J'ai pas suivi le live. Alors, vous avez ramassé ou perdu? J'ai bien gagné avec la chute ce matin, et toi? Alors, The Corporation, pour te répondre, moi aussi j'ai pas mal gagné. Mais justement, on va faire le point sur cette journée. On l'a fait il y a quelques instants, donc il va y avoir de gros changements. On doit être toujours à 8 gains, donc 0,8% de progression sur la journée. Alors de toute façon, The Corporation, en gros avec ma nouvelle approche, ça se passe toujours très bien, jusqu'au jour où on va avoir une très grosse mauvaise série de trades qui sera difficile à négocier. Alors quoi qu'il arrive, on ne perdra pas l'ensemble du capital, puisque c'est pas une martingale jusqu'au bout, il y a un risque limité à un moment. Il y a un moment où ça va devenir difficile, puisqu'il faudra quoi qu'il arrive, plus de gains que de pertes sur une série, donc je pense qu'il y aura des moments où on sera en difficulté. Pour aujourd'hui, ça a bien été, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc voilà, on a 9 positions gagnantes, donc 0,9%, quasiment 1%, qui est le risque, qui est l'objectif quotidien. Donc j'ai encore toute la soirée pour réaliser. Bon, après si je réalise plus, tant mieux. Moi je m'arrête pas de trader quand j'ai un objectif. Mais donc on est très bien parti et c'est une bonne journée pour le moment. Alors un petit coup d'œil sur le MyFXBook. Je vous rappelle le MyFXBook que vous pouvez, donc ce qui vous permet de suivre les résultats du compte en direct, donc mis à jour toutes les 5 minutes. Je vous remets le lien, mais vous avez tous les suivis des comptes vidéo bourse à droite du chat de discussion sur la page d'accueil. Donc désormais on est à plus 7,84%. On a un gain de 111,48 $, et une équité de 2136 $. On a plus de positions gagnantes que de positions perdantes, c'est-à-dire 68 trades gagnants pour 65 trades perdants sur 133 au total. Pas grand chose de plus à ajouter. Le drawdown maximum reste inchangé à 7,06%. On a un gain quotidien moyen de 1,12%, donc l'objectif est respecté, pour un gain mensuel moyen de 30,66%. Même si c'est trop tôt pour en parler. Voilà ce que l'on peut dire sur le compte. Alors, autre information, c'est le webinaire animé avec Active Trades que j'animerai demain soir. Pour plus d'informations, je vous donne le lien. Ça se passe sur le forum. Voilà, donc ça c'est le lien d'information. Donc mardi 15 février, donc demain soir, vous pourrez assister à un webinaire gratuit que j'animerai de 18 à 19h pour Active Trade. Je vais parler des stratégies de suivi de tendance, des stratégies de trading en phase de range. Je vais donner quelques idées de plans de money management raisonnables et plus ou moins ambitieux ou sécuritaires pour l'évolution du capital. Les outils étudiés seront simples: moyenne mobile, résistance, support, point pivot, Fibonacci. Alors pour rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure, je disais que je m'intéresserai qu'aux stratégies court terme. En fait c'est faux, je m'intéresserai aussi bien aux stratégies court terme qu'aux stratégies moyen et long terme, en insistant un peu plus sur le court terme puisque j'ai plus l'habitude de trader à court terme, donc dans le cas du day trading. Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire disponible à cette adresse. Donc je vous laisse l'adresse d'inscription. Voilà, ça se passe sur le site Active Trades. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans cette file de discussion. Voilà, donc dans la file de discussion, le premier lien que j'ai posté. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, donc là la position on va la laisser courir, il n'y a pas de problème. Alors je fais le point, il y a plusieurs réactions. The Corporation qui dit: moi j'ai mis 2 positions depuis hier soir, j'avais laissé au minimum une semaine. Objectif sur le pétrole, prendre 850 pips. Alors un petit coup d'œil sur le pétrole. Le pétrole qu'on va avoir ici, alors le pétrole, je me rappelle plus où je l'ai mis. Voilà, c'était ça. Donc qui accélère à la baisse et on casse à traîner à la baisse pour le moment. Donc c'est une position à la vente que tu as pris toi Corporation sur le pétrole. GBP-USD, prendre 320 pips. Alors également un petit coup d'œil à GBP-USD qu'on va voir ici en journalier. La journée est mitigée, on a eu un élan haussier qui est en train d'être quasi entièrement retracé. Donc une dynamique de fond toujours plutôt baissière sur le câble, à l'image de plus bas, de plus haut, de plus en plus bas. À long terme, et à plus court terme on a une espèce de triangle qui se dessine, donc c'est assez mitigé mais on est dans la zone haute du triangle, donc a priori plutôt un élan baissier à l'approche de la zone de résistance de ce dernier. Là je suis déjà positif sur mes 2 positions, c'est bien ça. Moi j'aime pas avoir des positions la nuit, alors moi non plus j'aime bien avoir tout clôturé. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire, donc merci de m'avoir suivi. Demain on se retrouve pour une nouvelle émission en direct, et demain soir donc pour ce webinaire pour ceux que ça intéresse. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr. Bonne Saint-Valentin à tous ceux qui ont une Valentine. Et également aux femmes qui nous suivent. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font du trading, mais il y en a. On avait Mandarine tout à l'heure. Voilà. Bon, allez, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.
et également aux femmes qui nous suivent chez Cap. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font du trading, mais il y en a. On avait Mandarine tout à l'heure. Alors, j'attends simplement qu'on m'entende plus.